Au mariage de ma sœur, mes parents m'ont raillé devant 200 invités, inutile. Ils ont hurlé, démissionne DETON poste DEPDG ou part sans rien. Je suis parti, ils 10 actionnaires ont suivi. Le mariage s'est transformé en chaos. Maintenant, ils s'agenouillent devant moi. Tigne, tigne, tigne. Le son d'une cuillère en argent tapant contre du cristal transperça le faible murmure de 200 conversations. Ce n'était pas un bruit fort, mais c'était aigu, précis, le genre de son qui exige l'obéissance. La pièce devint silencieuse. Pas le silence confortable de l'anticipation, mais le silence lourd et suffocant d'un vide qui se scelle. Mon père, Bear Prescott, se tenait au centre du podium. Le projecteur capta le rouge de ses joues, une teinte qui signifiait qu'il en était à son 4e scotch. Il tenait le microphone de sa main droite, les jointures blanches, comme s'il étranglait un serpent. Famille, dit Bear. Sa voix résonna, rebondissant sur les plafonds voûtés de la Gold Coast Room du Drake Hotel. C'est de cela qu'il s'agit ce soir. Je m'assis à la table 3, pas la table d'honneur, pas la table familiale. La table 3 était près de l'entrée de service où les serveurs entreposaient les plats sales. Je fixais la condensation glissant le long de mon verre d'eau. Elle tirait sur la nappe en lin blanc, créant une tache sombre et étalée. Nous sommes ici pour célébrer Whitney et Garrett. Bear continua en balayant sa main libre vers la mariée et le marié. Whitney semblait parfaite, figée comme une poupée de porcelaine sur le dessus d'un gâteau, son sourire plaqué et serré. Mais nous sommes aussi ici pour célébrer l'avenir de Prescott Logistique. Mon estomac se serra. Un nœud physique, dur et froid, se forma juste sous mes côtes. Je pris ma serviette et la posai sur mes genoux, lissant les bords. Encore et encore, mes doigts tracèrent l'ourlet brodé. Mon père a fondé cette entreprise avec un seul camion et un rêve, dit Bear. Il fit une pause, laissant la nostalgie imprégnée. Il était doué pour ça. C'était un vendeur qui vendait l'histoire au lieu des produits. Je l'ai transformé en un héritage. Et ces dernières années, nous avons eu. Il s'éclaircit la gorge. Nous avons eu des mains stables pour maintenir le navire à flot. Des mains stables, il n'a pas dit mon nom. Mais un navire a besoin d'un capitaine, pas seulement d'un mécanicien, dit Bear, sa voix baissant d'un octave. Grave. Il a besoin de vision. Il a besoin du bon sang. Je levai les yeux. Ma mère, Celia, était assise à 2 chaises de Bear. Elle étudiait son assiette de salade avec l'intensité d'un expert en diamants. Je savais que ses épaules étaient voûtées, se reculant du microphone, des mots, comme si la distance pouvait l'absoudre. Noël a fait un excellent travail en sa capacité temporaire. Bear dit que l'air quitta la pièce. Temporaire ? 13 ans, 40 millions de dollars de revenus, 200 employés. J'avais tiré cette entreprise de la tombe qu'il lui avait creusée, et il appelait ça temporaire. Mais ce soir, Bear sourit, un large sourire humide qui n'atteignait pas ses yeux. Ce soir, je suis fier d'annoncer que le conseil d'administration et moi avons décidé qu'il était temps que la prochaine génération prenne véritablement la barre. À compter de lundi, Whitney prendra le rôle de visage de Prescott Logistique, Garrett dirigeant les opérations. Un murmure parcourut la pièce. Cela sonnait comme des feuilles sèches raclant le trottoir. La tête de Whitney se tourna brusquement vers lui. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle ne savait pas. Il avait tendu une embuscade à la mariée à son propre mariage. Alors, Noël, dit Bear. Il me regarda alors, directement à la table 3. Le projecteur ne suivit pas son regard, alors je restais dans l'ombre, exactement comme il l'aimait. Je te demande de te retirer avec grâce pour la famille. Donnons aux enfants le départ qu'ils méritent. Ma mâchoire me faisait mal. Je réalisais que j'avais serré les dents si fort que je pouvais sentir mon pouls dans mes gencives. 200 paires d'yeux se tournèrent vers la table 3. Je les sentis comme des lampes chauffantes. Ils attendaient la bonne fille, la fille tranquille, celle qui arrangeait les feuilles de calcul et licenciait les gens que Bear n'avait pas le courage de licencier et nettoyait les dégâts qu'il faisait après 3 verres. Ils s'attendaient à ce que je hoche la tête, que je lève un verre, que je souris comme ma mère souriait maintenant, fragile et terrifiée. Je regardais le verre d'eau. La glace avait fondu. Je ne me sentais pas en colère. C'était la partie étrange. Je m'attendais à la rage, au feu, à quelque chose de chaud.
Au lieu de cela, je sentis le froid, une clarté cristalline absolue comme se tenir au bord du lac Michigan en janvier. Je me levai. La chaise racla le parquet. C'était un son dur, laid. Bear cligna des yeux. Le microphone s'abaissa légèrement. Noël, dit-il, son ton passant de patriarche bienveillant à père avertisseur. Assieds-toi. Je n'ai pas fini. Je ne regardais pas les invités. Je ne regardais pas Whitney, qui serrait la main de Garrett si fort que ses jointures étaient blanches. Je regardais Bear droit dans les yeux. Tu as fini, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais dans le silence de mort de la salle de bal, elle porta jusqu'à la dernière rangée. Noël, prévint Bear. Bas, dangereux. La voix qu'il utilisait quand j'avais 12 ans et que j'avais renversé de l'encre sur son tapis. Tu as fini, répétai-je. Je pris ma pochette sur la table. Je ne me précipitai pas. Je ne courus pas. Je lui tournai le dos. Je tournai le dos à la table d'honneur, au gâteau, aux mensonges qu'il racontait depuis 40 ans. Je commençai à marcher vers les doubles portes. Clic, clic, clic. Mes talons sur le parquet étaient un métronome comptant la fin de sa vie telle qu'il la connaissait. Ne t'éloigne pas de moi, cria Bear. Le microphone crissa, provoquant un Larsen qui fit que la moitié de la pièce se couvrit les oreilles. Si tu passes cette porte, Noël, ne pense pas à revenir. Je continuai à marcher, devant la table 4, devant la table 5. Et puis je l'entendis. Une autre chaise racla le sol. Je ne m'arrêtai pas, mais j'écoutais. Une autre chaise. Puis deux de plus. Le bruit de tissus qui froissent, de corps qui se lèvent, de pas lourds rejoignant les miens. J'atteignis les doubles portes et les poussai. Les lourdes poignées de laiton étaient froides sous mes paumes. Je sortis dans le couloir, le son étouffé de l'orchestre essayant de commencer une chanson gênante s'estompant derrière moi. Je ne regardais pas en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement qui me suivait. J'entendais le pas lourd et distinct de Jude Lacadet, notre plus grand investisseur. J'entendais les pas rapides et vifs d'Hélène Kopp. Bear Prescott voulait un spectacle. Il voulait un couronnement. Au lieu de cela, je lui ai offert des funérailles. Ciao. Le vent du lac me frappa dès que je posai le pied sur le trottoir du Valais. C'était un vent d'octobre de Chicago, humide et mordant, le genre qui trouvait les interstices de votre manteau et s'installait dans vos os. Je remis mon ticket au valet. Ma main ne tremblait pas. Je regardais mes doigts, m'émerveillant de leur stabilité. Ils ressemblaient aux mains de quelqu'un d'autre. Noël. La voix vint de derrière moi. Profonde, râpeuse. Je me retournai. Jude Lacadet se tenait sous l'auvent. Le col de son manteau de laine relevé contre le vent. Il avait 58 ans avec des yeux qui avaient vu chaque krach boursier depuis les années 80. Il sortit un cigare de sa poche mais ne l'alluma pas. Derrière lui, Hélène Kopp boutonnait son trench coat. Denny Falk vérifiait son téléphone. Cet autre se tenait en demi-cercle lâche, frissonnant dans le froid du soir. 10 actionnaires, la majorité de l'argent extérieur. Vous n'aviez pas à partir, dis-je. Le vent me fouetta une mèche de cheveux sur le visage. Je ne l'ai pas balayé. Je n'ai pas quitté le mariage, dit Jude. Il fit rouler le cigare non allumé entre son pouce et son index. J'ai quitté l'investissement. C'est le président, dis-je. Il possède le nom. Je n'investis pas dans les noms, Noël, dit Jude. Il s'approcha, envahissant mon espace personnel juste assez pour être entendu malgré le vent. J'investis dans la personne qui lit les états des profits et pertes. J'investis dans la personne qui a conduit jusqu'à ma maison à minuit pour signer les contrats syndicaux il y a 3 ans. Hélène s'approcha de lui. Il est ivre, dit-elle. Sa voix était plate, pratique. Et il vient de nommer une organisatrice de fêtes et un pro de golf pour diriger une entreprise de logistique de 40 millions de dollars. Whitney. Je commençais à la défendre, un réflexe que je ne pouvais tuer. Je m'arrêtai. Whitney ne connaît pas la différence entre un connaissement et un bilan. Nous savons, dit Jude. Le valet amena ma voiture. Une berline noire, censée, 3 ans.
Elle semblait petite à côté de la ligne de Bentley et de Mercedes attendant les autres invités. Jude m'ouvrit la portière de la voiture. Il la tint, bloquant le vent avec son corps. « Appelez-moi lundi, dit-il. »« Jude, dis-je, marquant une pause, une main sur le toit de la voiture. Si je vous appelle lundi, ce ne sera pas pour m'excuser. » Il me regarda. Pour la première fois de la nuit, je vis une étincelle de quelque chose de véritable dans ses yeux. Du respect. « Bien, dit-il. Si vous vous excusiez, je vendrai mes actions mardi. » Je montai. La porte se referma, coupant le vent, mais le froid resta à l'intérieur avec moi. Je ne démarrai pas le moteur immédiatement. Je restai assise, serrant le volant, mes gants en cuir grinçant contre le plastique. J'aurais dû partir en voiture. J'aurais dû enclencher la marche avant, m'engager sur Lakeshore Drive et ne jamais regarder en arrière. Je ne le fis pas. La porte latérale de l'hôtel, celle que le personnel utilisait, s'ouvrit en force à 20 pieds de là. Elle claqua contre le mur de briques avec une violence qui me fit tressaillir. Whitney sortit en courant. Elle ne portait pas de manteau. Sa robe de mariée sans bretelles, des milliers de dollars de soie et de dentelle, traînait sur le béton sale du quai de chargement. Elle ressemblait à une catastrophe. Son mascara coulait en traînées sombres sur ses joues, et sa poitrine haletait. Garrett essayait de la tenir par le bras, mais elle le repoussa. « Lâche-moi » cria-t-elle. Ce n'était pas une crise de mariée. C'était un son primal, brut et déchirant. Ma mère les suivit. Célia se déplaçait rapidement, ses talons claquant vite comme un oiseau nerveux. Elle tendit la main vers l'épaule de Whitney. « Whitney, s'il te plaît. » Célia siffla. « Baisse la voix. Les gens vont entendre. » « Qu'ils entendent. » Whitney se retourna. Le vent attrapa son voile, le fouettant autour de son visage comme un linceul. « Il a tout gâché. Il a tout gâché. Savais-tu, maman, regarde-moi. Savais-tu » Je baissai ma vitre d'1 pouce. Juste 1 pouce. J'avais besoin d'entendre ça. Célia s'arrêta. Elle serra son châle plus fort autour de ses épaules, se recroquevillant. « Ton père, » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Veut t'assurer ton avenir. Il a fait ça pour toi. Il a viré Noël, » cria Whitney. « À ma réception. Il l'a humilié. Il t'a donné l'entreprise, » dit Célia. Elle s'approcha, sa voix baissant vers ce ton apaisant et manipulateur que je connaissais si bien. « Il t'a donné un héritage, Whitney. Tu devrais être reconnaissante. La famille passe avant tout. » « La famille ?» Whitney rit. C'était un son brisé et hystérique. Noël fait-elle partie de la famille? Célia détourna le regard. Elle regarda le sol, les taches de graisse sur le béton. « Ton père sait ce qui est le mieux, » murmura-t-elle. « Nous devons le soutenir. Si nous ne le soutenons pas, tout s'effondre. » J'observai ma sœur. Je vis le moment où la réalisation la frappa. Ses épaules s'affaissèrent. Le combat la quitta, remplacé par l'horreur. Elle regarda notre mère et vit ce que j'avais vu pendant 20 ans. Elle vit une femme qui brûlerait ses enfants pour garder son mari au chaud. « Il va nous détruire » murmura Whitney. « Il va tout brûler, et tu vas lui donner les allumettes. »« Rentre » dit Célia, sa voix durcissant. « Arrange ton visage. Coupe le gâteau. Fais ton devoir, Whitney. » Célia se retourna et rentra à l'hôtel. Elle ne regarda pas en arrière pour voir si sa fille la suivait. Elle savait qu'elle le ferait. Whitney suivait toujours. Garrett passa son bras autour de Whitney. Elle se pencha contre lui, sanglotant, sa robe blanche-grise de la saleté de la ville. Je relevai la vitre. Le silence à l'intérieur de la voiture était assourdissant. Je mis la voiture en marche avant. Je ne klaxonnai pas. Je ne fis pas de signe. Je sortis de l'allée du voiturier, les pneus crissant sur les feuilles mortes. En tournant sur la route principale, je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur. Le Drake Hotel brillait comme un château contre le ciel sombre, un château gouverné par un roi fou. 10 actionnaires étaient partis. Ma sœur était brisée. Ma mère était une complice.
Et le lundi arrivait. Le silence dans mon condo était pesant. Le genre qui appuyait contre mes tympans jusqu'à ce qu'il claque. Il était 7 heures du matin un dimanche, mais la lumière filtrant à travers les stores était le gris plat et meurtri que Chicago portait comme un uniforme en octobre. Je n'avais pas dormi. J'étais toujours assise sur le canapé en lin beige du salon, vêtue de la robe de soie marine que j'avais portée au mariage. Le tissu était froissé sur mes genoux, une carte des 10 dernières heures. Mon blazer était drapé sur la coudoir, ressemblant à une coquille abandonnée. Mon téléphone était posé sur la table basse, écran vers le bas. Il avait vibré sans cesse depuis minuit. Buzz, pause, buzz, pause. 47 messages textes, 12 appels manqués. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir d'où ils venaient. Des contacts de l'industrie demandant si les rumeurs étaient vraies, des amis demandant si j'allais bien, des fournisseurs se demandant si leur contrat était sûr. Il n'y avait pas d'appel de mon père. Il n'y avait pas d'appel de ma mère. Je pris la lourde boussole en laiton sur le coussin à côté de moi. Elle avait appartenu à mon grand-père. Le métal était frais contre ma paume, le poids familier et rassurant. Je passai mon pouce sur le cadran en verre, traçant les points cardinaux. Nord véritable. Il me l'avait donné quand j'avais 12 ans, me disant que j'étais la seule de la famille à savoir lire une carte sans discuter. Je finis par prendre le téléphone. Ma main était raide, les articulations douloureuses d'avoir serré le volant pendant les 40 minutes de trajet de retour hier soir. Je fis défiler. Entendu parler du toast. Es-tu en sécurité, d'un fournisseur de l'Ohio? Qu'est-ce que l'enfer s'est passé, d'une camarade de collège que je n'avais pas vue depuis 5 ans. Et puis, enfoui sous le bruit, un seul message de Whitney. Horodaté 3 heures du matin. 6, je suis désolé. Je ne savais pas. Je le lus 2 fois. Puis j'éteignis le téléphone. Je fixai l'écran noir et vide, y voyant mon propre reflet. J'avais l'air fatigué, pas seulement somnolente, mais usée comme une pierre dans un lit de rivière qui avait été battu par le courant trop longtemps. Je me levai. Mes genoux claquèrent. Je me dirigeai vers la cuisine et appuyai sur le bouton de la cafetière. La machine siffla un violent jet de vapeur qui sembla trop fort dans l'appartement vide. Je n'allais pas pleurer. J'avais déjà pleuré il y a 27 ans à table quand mon père m'avait dit que je n'avais pas la tête aux affaires. J'en avais fini de pleurer. Maintenant, il me fallait juste trouver comment respirer. Le téléphone sur le comptoir vibra. Pas un texto, un appel. Marin Ridley. Je fixai le nom. Marin était ma directrice financière. C'était la seule personne chez Prescott Logistique qui aimait les feuilles de calcul autant que moi. Si Marin appelait à 7 heures un dimanche, c'est que le bâtiment était en feu. Je glissai l'icône pour répondre. Dis-moi, dis-je. Ma voix était rauque. Il a convoqué une réunion de conseil d'administration d'urgence, dit Marin. Pas de bonjour, pas de sympathie, juste des faits. C'est pourquoi je l'avais embauché. Demain matin, 10 heures, l'ordre du jour vient d'arriver sur le serveur. Motion de destitution du PDG pour faute. Faute, répétai-je. Quelle faute? Insubordination. Conduite inconvenante. Quitter un événement des actionnaires. La voix de Marin était nette, mais j'entendais le cliquetis rapide d'un clavier en arrière-plan. Elle creusait déjà. Il a 30% des actions. Célia en a 5. Il a besoin de 51% pour faire passer la motion. Je fis le calcul instantanément. C'était un réflexe. Bear à 30. Maman à 5. Whitney à 5. Cela fait 40%. Il va démarcher les indépendants. Marin dit, il a besoin de 11% de plus. Il va passer toute la journée d'aujourd'hui au téléphone, leur promettant la lune. Mais Noël, 10 d'entre eux sont partis avec toi. Ils sont partis parce qu'ils étaient choqués, dis-je, appuyant ma hanche contre le comptoir. La cafetière gargouillait, l'odeur du café noir emplissant la cuisine. Le choc s'estompe. L'argent, non. Si Bear leur promet une forte augmentation de dividendes, ils pourraient revenir. Et Whitney, demanda Marin. Je fermai les yeux. Whitney fera ce qu'on lui dit. Elle le fait toujours. Si Whitney vote avec lui, il est à 40%.
Si elle s'abstient. Marin fit une pause. Noël, tu dois appeler Jude Lacadé aujourd'hui. Tu dois verrouiller ses votes. Je ne peux pas, dis-je. J'en ai assez. Marin, laisse-le avoir l'entreprise. Laisse-le la conduire à sa perte. 200 personnes, dit Marin. Les mots restèrent en suspens. 200 personnes. Je connaissais leur nom. Je savais que Mike à l'expédition avait un bébé avec une malformation cardiaque. Je savais que Sarah à la comptabilité payait la maison de retraite de sa mère. Je savais que Sibert reprenait les rênes, il couperait les avantages sociaux dans le trimestre pour gonfler les bénéfices. Il l'avait déjà fait. Il va les ruiner, dit Marin doucement. Je regardais par la fenêtre le ciel gris. Je voulais me reposer. Je voulais dormir pendant une semaine. Mais je sentais le poids de ces 200 familles peser sur mes épaules. Continue de surveiller le serveur, dis-je. S'il déplace de l'argent, je veux le savoir. Déjà fait, dit Marin. Et Noël? Oui. Vérifie tes emails. Je t'ai envoyé les statuts. La ligne se coupa. La sonnette retentit à 18h ce soir-là. Ce n'était pas une sonnerie polie. C'était une pression prolongée suivie de coups nets et frénétiques. Noël, je sais que tu es là. Ouvre la porte. C'était Whitney. J'étais assise par terre dans le salon, entourée de contrats imprimés, mais je me relevai en vitesse. Je déverrouillai le pen dormant et ouvris la porte. Ma sœur se tenait dans le couloir. Elle ressemblait à une réfugiée de sa propre vie. Elle portait un sweat à capuche gris oversize qui l'engloutissait et un vieux jean. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, étaient attachés en un chignon désordonné, des mèches s'échappant autour de son visage. Ses yeux étaient rouges et gonflés, la peau en dessous violacée de fatigue. Elle n'attendit pas d'invitation. Elle me tomba pratiquement dessus. Noël, sanglota-t-elle. Elle me serra la taille dans ses bras et enfouit son visage dans mon épaule. Elle sentait le shampoing à la noix de coco, le même parfum qu'elle utilisait depuis le lycée. C'était l'odeur de mon enfance, de la tresse de ses cheveux, de la protection contre les orages. Je restai figé une seconde, mes mains flottant dans l'air. Puis l'instinct prit le dessus. Je la serrai dans mes bras. Elle semblait petite, fragile. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient. Je la tirai à l'intérieur et refermai la porte du talon. Nous ne parlâmes pas. Je la conduisis au canapé. Elle se recroquevilla dans le coin, ramenant ses genoux à sa poitrine, tirant les manches de son sweat sur ses mains. Elle avait l'air d'avoir 12 ans. Il me l'a dit il y a 3 semaines, dit Whitney. Sa voix était étouffée par ses genoux. Je m'assis sur la table basse, lui faisant face. Quoi? Dans son bureau, dit-elle en levant les yeux. Son mascara avait disparu, son visage propre et à vif. Il m'a appelé. Il a dit qu'il avait un plan pour la transition. Je pensais qu'il voulait dire. Je ne sais pas dans 5 ans, dans 10 ans. Il a planifié ça, dis-je. La froide clarté était de retour. Il a planifié de l'annoncer au mariage pour me forcer la main. Je lui ai dit non, dit Whitney. Des larmes débordèrent à nouveau de ses cils. Je lui ai dit que je ne voulais pas. Je suis organisatrice d'événements, Noël. Je planifie des fêtes. Je ne sais pas comment diriger une entreprise de logistique. Je lui ai dit que je la ruinerais. Qu'est-ce qu'il a dit, demandai-je. Whitney inspira bruyamment. Il a dit. Il a dit que je n'avais pas besoin d'être intelligente. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Il a dit, continua Whitney, sa voix tremblante, que j'avais juste besoin de m'asseoir là. Il a dit que tu étais trop têtu, trop difficile. Il a dit qu'il avait besoin d'un visage que les gens aimaient, mais de mains qui obéissaient. Il a dit qu'il dirigerait tout depuis les coulisses. Je regardais ma sœur, l'enfant prodige, celle qui recevait les sourires, les louanges, le chemin facile. Et je réalisais avec une bouffée de nausée qu'il la détestait aussi. Il ne la respectait pas. Il pensait qu'elle était un vase vide, une jolie poupée qu'il pouvait poser sur la chaise du PDG pendant qu'il tirait les ficelles. Je n'ai rien dit, murmura Whitney. J'avais si peur. Je pensais que si je restais silencieuse, peut-être qu'il changerait d'avis. Peut-être qu'il ne le ferait pas.
Tu savais. Je dis que ce n'était pas une accusation. C'était un fait. J'ai essayé de te prévenir, dit-elle. Hier, avant la cérémonie, je t'ai appelé. Je fronçais les sourcils. Je n'avais répondu à personne hier. Vérifie ta messagerie vocale, dit-elle. Je pris mon téléphone sur la table. Je tapais sur l'icône de la messagerie vocale. Il y avait un nouveau message de samedi, horodaté 2 heures avant la réception. Je pressais lecture. Mets sur haut-parleur, dit Whitney. Je tapais sur l'icône. Le son était ténu, résonnant. Il y avait le son de l'eau qui coule en arrière-plan, comme un robinet ouvert à fond pour masquer une conversation. 6. La voix de Whitney sortit du haut-parleur. C'était un murmure, frénétique et terrifié. 6. Décroche, s'il te plaît. Papa va faire quelque chose ce soir. Je ne sais pas exactement quoi, mais il m'a fait signer des papiers hier. Il va annoncer quelque chose. Ne t'assieds pas à la table 3. Ne sois pas là quand il prendra le micro. Pas, s'il te plaît, pars. Puis un bruit en arrière-plan. Une poignée de portes qui tourne. Le message fut coupé. Je fixai le téléphone. J'avais passé 20 ans à penser que j'étais la seule dans les tranchées. Je pensais que Whitney était de l'autre côté de la ligne, buvant du champagne pendant que j'esquivais les grenades. Je me trompais. Elle n'était pas l'ennemi. Elle était une otage. Je la regardais. Je la regardais vraiment. Elle n'était pas l'enfant prodige. C'était une femme à qui on avait dit toute sa vie que sa seule valeur était sa conformité. Tu as essayé, dis-je doucement. J'aurais dû faire plus, dit-elle. J'aurais dû me lever quand il a commencé à parler. J'ai figé. Il compte là-dessus, dis-je. Il compte sur le fait que nous nous figeons. Il compte sur le fait que maman sourit et détourne le regard. Il compte sur le fait que tu es trop effrayé pour parler et que je suis trop fier pour supplier. Je me levai. Je marchai vers la fenêtre. Le reflet de la pièce me renvoya mon image. Je me voyais grande et rigide. Je voyais ma sœur petite et brisée. J'avais quitté cet hôtel pour me sauver. Mais si je restais parti, si je le laissais gagner, il ne détruirait pas seulement l'entreprise. Il la détruirait. Il la broierait jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre qu'une femme soumise dans une jolie robe. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je me retournai vers Whitney. « Es-tu prête à dire ça au conseil ?» demandai-je. Whitney cligna des yeux. « Dire quoi ?»« Ce que tu viens de me dire. Qu'il t'a dit que tu n'avais pas besoin d'être intelligente ? Qu'il t'a dit qu'il voulait une marionnette ?» Les yeux de Whitney s'écarquillèrent. « Noël. C'est papa. » « Il n'est pas papa en ce moment, dis-je. C'est un actionnaire majoritaire qui essaie de saboter un actif de 40 millions de dollars, et tu en possèdes 5%. Je ne peux pas, murmura-t-elle. Il va me tuer. Il ne te tuera pas, dis-je. Il hurlera. Il menacera. Il te coupera les vivres, mais il ne te possédera plus. Je marchai vers la table et repris la boussole. Je la lui tendis. Grand-père me l'a donnée, dis-je. Whitney la regarda. Je sais. Il a toujours dit que tu étais celle qui lui ressemblait le plus. Il te l'a dit ? Il l'a dit à tout le monde, dit Whitney. Un triste sourire effleura ses lèvres. Sauf à papa. Je serrai mes doigts autour du laiton froid. Je vais passer un appel, dis-je. À qui ? Marin, dis-je. Et ensuite à un avocat nommé Palmer Voss. C'est le meilleur avocat d'affaires de Chicago et il facture $800 de l'heure. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda Whitney en se redressant. Je vais lire chaque contrat que mon père a jamais signé, dis-je. Et ensuite, je vais l'enterrer avec eux. Je déverrouillai mon téléphone et composai le numéro de Marin. Elle décrocha à la première sonnerie. Dis-moi que tu es dedans, dit Marin. Je suis dedans, dis-je. Appelle Palmer Voss. Dis-lui que j'ai besoin qu'il examine les documents d'incorporation originaux d'il y a 13 ans ce soir. C'est fait, dit Marin. Je raccrochai. Je regardai Whitney. Elle tremblait encore, mais elle ne regardait plus le sol.
Elle me regardait. Mets tes chaussures, dis-je. Nous avons du travail. Le bureau de Palmer Voss était situé au 42e étage d'une aiguille de verre sur la Salle Street, le genre de bâtiment qui dominait la rivière Chicago comme un juge regardant par-dessus ses lunettes. La réception sentait le cirage de cuir et l'intimidation. J'étais assise sur une chaise qui coûtait plus cher que ma première voiture, les mains jointes sur mes genoux. Marin Ridley était assise à ma droite, sa posture rigide, un épais dossier extensible posé sur ses genoux. De l'autre côté de l'étendue d'acajou du bureau, Palmer Voss ajustait ses boutons de manchette. C'était un homme aux angles vifs et au costume sur mesure, avec des yeux qui évaluaient la valeur humaine en heures facturables. Il ouvrit le dossier que Marin lui avait apporté. Le bruit des pages qui tournaient était le seul bruit dans la pièce. Je le regardais lire. J'avais passé les 36 dernières heures à fonctionner à l'adrénaline et à la caféine, alimenté par le souvenir de la voix tremblante de ma sœur et de la trahison publique de mon père. Mais ici, dans le calme, le doute commença à s'immiscer. Je combattais un homme qui avait contrôlé le récit de ma vie depuis ma naissance. Palmer s'arrêta. Il pressa un doigt sur le papier, le lissant. Il leva les yeux, son regard passant du document à moi. « Vous m'avez dit que vous aviez été embauchée comme directrice générale en 2014, dit Palmer. Sa voix était un baryton bas et doux. C'est exact, dis-je. Mon père s'est retiré pour devenir président. J'ai repris les opérations. Palmer secoua légèrement la tête, un micro-geste de désapprobation. Il retourna le document et le fit glisser sur le bureau vers moi. C'était la documentation d'incorporation de 2011. Le papier était légèrement jauni sur les bords. Regardez la page 3, dit Palmer. Je regardais. C'était un accord de restructuration standard, suffisamment dense légalement pour étouffer un cheval. Je parcourus la page jusqu'au bloc de signature en bas. Il y avait la signature de mon père, Bear Prescott, des traits épais, bouclés, dominants, qui occupait 2 lignes, et à côté, la mienne. Noël Prescott. Mon écriture était plus petite, plus serrée. Lisez le titre sous votre nom, ordonna Palmer. Je plissai les yeux. Sous l'encre noire de ma signature, dans une petite police standard, se trouvaient les mots cofondatrice et associée gérante. Je sentis l'air se bloquer dans ma gorge. Je me souviens d'avoir signé ça, dis-je. C'était fin novembre. Nous étions à 3 mois de l'insolvabilité. La banque menaçait de rappeler les prêts sur la flotte. Mon père m'a appelé dans son bureau à 11 heures du soir. Il avait une pile de papier d'1 pied de haut. Il buvait du scotch dans une tasse à café. Il m'a dit que les avocats avaient besoin que nous nous réincorporions pour protéger les actifs et obtenir la nouvelle ligne de crédit. Il a dit, signe juste, Noël. Signe juste pour qu'on puisse rentrer à la maison. Vous ne l'avez pas lu, dit Palmer. Ce n'était pas une question. Je secouai la tête. Je lui ai fait confiance. Je voulais juste sauver l'entreprise. J'ai signé jusqu'à ce que ma main se crampe. Palmer se pencha en arrière dans sa chaise en cuir, un petit sourire de requin effleurant ses lèvres. Votre père a réincorporé l'entité pour sauver sa propre peau, dit Palmer. Mais les avocats de l'époque, Baker McKenzie, si je me souviens du papier à en tête, connaissaient le risque. Ils ont exigé une deuxième garantie, un associé. Vous n'avez pas seulement signé en tant qu'employé, Noël. Vous avez signé en tant que co-créatrice de la nouvelle entité. Marin fit un bruit, une forte inspiration. Elle se pencha pour regarder le papier. Légalement, continua Palmer en joignant ses doigts, vous n'êtes pas une dirigeante salariée. Vous êtes une fondatrice. Les statuts de l'entreprise joints à ce dossier stipulent qu'un fondateur ne peut être révoqué sans un vote à la supermajorité du conseil. 67%, murmura Marin. Elle me regarda, les yeux écarquillés derrière ses lunettes. Il a besoin de 67%. Mon esprit s'emballa. Bear avait 30%. Ma mère en avait 5%. Même s'il intimidait chaque actionnaire indépendant, même s'il tordait le bras de Whitney jusqu'à ce qu'il se brise, il ne pouvait pas atteindre 67% sans Jude Lacadet. Il ne sait pas, dis-je. La réalisation m'envahit, froide et absolue. Il ne sait pas ce que j'ai signé. Il ne l'a pas lu non plus. Il voulait juste l'argent. Il pense que vous êtes une locataire dans sa maison, dit Palmer en fermant le dossier.
Mais vous êtes sur l'acte de propriété. Nous quittâmes le bureau de l'avocat abasourdi, sortant dans le vent mordant du Lot. La ville semblait différente d'il y a une heure. Les bâtiments semblaient solides, le pavé ferme sous mes pieds. Je n'étais pas seulement une fille chassée du château familial. J'étais l'architecte qui avait coulé les fondations. Nous nous rendîmes directement chez Prescott Logistique. C'était risqué. Si Bear était là, ce serait une scène. Mais c'était lundi après-midi, et Bear passait généralement ses lundis à se remettre de sa gueule de bois au sauna du country club. Nous passâmes nos badges à la borne de sécurité. Le bip d'approbation fut le son le plus doux que j'eus entendu de la journée. Nous passâmes devant l'open space, tête baissée. Le bureau était calme, l'air épais de tension. Les gens s'arrêtèrent de taper quand je passais. Ils me regardèrent, puis détournèrent le regard, terrifiés de croiser mon regard. Ils savaient que la rumeur avait fait son œuvre. Nous nous rendîmes directement à la salle de conférence principale et fermâmes la porte. Marin jeta son sac sur la table et sortit son ordinateur portable. « J'ai besoin des contrats, dis-je. Les grands. Henderson, Global Tech, l'accord de distribution de pièces automobiles. » Marin tapait déjà. « Je les ai marqués, dit-elle. Je révisais les flux de revenus hier soir, essayant de calculer à quelle vitesse le flux de trésorerie se tarirait si nous perdions l'indépendance. » Elle sortit une pile de dossiers de son sac et les étala sur la table en chaîne. Elle ôta le capuchon d'un surligneur jaune. L'odeur de l'encre était âcre et chimique. « Regarde ça, dit Marin, me glissant le contrat de Fred Henderson. Je regardai la clause de résiliation. C'était un texte standard jusqu'au dernier paragraphe. Marin le surligna d'une bande jaune irrégulière. Clause de personne clé, lut-elle à voix haute. Dans l'éventualité où Noël Prescott cesserait d'être le principal contact opérationnel ou quitterait l'emploi de Prescott Logistique, le client se réserve le droit de résilier cet accord avec un préavis de 90 jours. Je fixai mon nom. Il était tapé là, en noir et blanc. Vérifie les autres, dis-je. Nous les passâmes en revue un par un, le contrat Global Tech, l'accord de distribution pharmaceutique, l'accord de logistique de la chaîne du froid pour lequel nous nous étions battus pendant 2 ans. Mon nom figurait dans 14 d'entre eux. Ces clients n'ont pas signé avec un logo, dit Marin. Elle se pencha en arrière, enlevant ses lunettes et se frottant l'arête du nez. Ils ont signé avec toi. Ils connaissent Bear. Oh, ils connaissent son histoire de livraison manquée et d'excuses. Ils ont inclus cette clause pour se protéger de lui. Je fis le calcul dans ma tête. C'était de l'arithmétique simple, mais la somme était terrifiante. 60%, dis-je. Marin hocha la tête. 60% de notre chiffre d'affaires brut est lié à ces 14 contrats. Si je pars, dis-je, ma voix à peine un murmure. L'entreprise se vide de son sang en 3 mois. Si tu pars, corrigea Marin. L'entreprise est morte à Noël. Je me levai et marchai vers la fenêtre du sol au plafond qui donnait sur le parc de camions. En dessous, je pouvais voir les remorques blanches alignées en rangées nettes, les chauffeurs effectuant leurs inspections avant le départ. Je vis Mike de la répartition traverser le parking avec un presse-papier. Je vis le mécanicien et s'essuyer la graisse de ses mains avec un chiffon. Bear pensait qu'il virait un directeur. Il ne réalisait pas qu'il tirait la goupille d'une grenade qui ferait exploser tout ce qu'il prétendait aimer. Je ne peux pas simplement partir, dis-je au vert. Si tu restes, tu te bats une guerre, dit Marin derrière moi. Si tu pars, tu brûles le village. Je me retournai. Rassemble les dossiers, dis-je. Fais des copies, numériques et papier. Je veux qu'ils soient dans un cloud sécurisé que Bear ne puisse pas toucher. Déjà fait, dit Marin. Je laissai Marin aux données et conduisis vers le nord. Le trafic sur l'autoroute Kennedy était un parking, mais cela ne me dérangeait pas. Cela me donnait le temps de réfléchir. J'avais besoin de parler à la seule personne qui comprenait les enjeux mieux que moi. Jude Lacadet vivait à Winnetka dans une maison coloniale en retrait de la route, derrière un écran de vieux chêne. C'était le genre de maison qui sentait le vieil argent et le pouvoir tranquille. Je me garai dans l'allée circulaire. Il était 7 heures du soir. Les fenêtres brillaient d'une chaude lumière jaune. Jude ouvrit lui-même la porte. Il portait un cardigan et tenait une pipe, ressemblant à un grand-père de livre d'images si le grand-père était un capital risqueur impitoyable.
Je pensais que vous viendriez, dit-il. Il me conduisit dans son bureau. La pièce était tapissée de livres qui semblaient avoir été lus. Une horloge grand-père tic-tac dans le coin, un rythme lent et lourd qui semblait ralentir le temps lui-même. Sa femme nous apporta du thé sur un plateau en argent puis disparut. Jude versa 2 tasses. Il ne m'offrit pas de sucre. Il savait que je le prenais noir. J'ai parlé à 7 autres actionnaires aujourd'hui, dit Jude. Il s'assit dans un fauteuil à oreilles, le cuir grinçant sous son poids. Ils sont secoués, Noël. Bear les a appelés. Il promet un dividende spécial. Il leur dit que vous êtes instable, que vous avez fait une dépression. Je n'ai pas fait de dépression, dis-je en prenant le thé. J'ai eu une révélation. Jude esquissa un sourire, une contraction sèche de ses lèvres. Je sais, mais l'argent est lâche. Il s'effraie facilement. J'ai engagé Palmer Voss, dis-je. Jude leva un sourcil. C'est une déclaration de guerre. J'ai trouvé quelque chose, dis-je. Je lui parlais des documents d'incorporation. Je lui parlais du statut de cofondatrice. Jude hocha lentement la tête. Intelligent. Vous avez un levier. J'ai plus qu'un levier, dis-je. J'ai un pistolet sur la tempe de l'entreprise. Je lui parlais des contrats, des clauses de personnes clés, des 60% de revenus qui partiraient dès que ma résiliation serait finalisée. Jude resta très immobile. Il posa sa pipe dans le cendrier en cristal. La fumée s'enroula en un mince ruban gris. Bear est-il au courant, demanda-t-il. Non, dis-je. Il ne lit jamais les petits caractères. Jude se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Il me regarda avec une intensité qui me donna envie de me tortiller. Si vous déclenchez ces clauses, dit-il, Prescott Logistique est insolvable en 90 jours. La banque rappelle la ligne de crédit, les camions sont saisis, les portes ferment. Je sais, dis-je. Et 200 personnes perdent leurs moyens de subsistance, dit Jude. Il ne m'accusait pas. Il énonçait un fait. Un fait froid et dur. Je regardais monter. Le liquide sombre tremblait légèrement. J'étais assise sur le parking la nuit dernière, dis-je. J'ai regardé ma sœur s'effondrer. J'ai regardé ma mère choisir son mari plutôt que sa fille. Je voulais partir, Jude. Je voulais le laisser brûler. Ce serait justice. Mais ce ne serait pas du leadership, dit Jude doucement. Je levai les yeux vers lui. J'investis dans les gens, Noël, dit-il, répétant les mots qu'il m'avait dit au valet. J'ai investi en vous parce que vous êtes celle qui reste jusqu'à ce que les camions soient chargés. Vous êtes celle qui connaît les noms des chauffeurs. Si vous utilisez ces contrats pour réduire l'entreprise en cendres juste pour blesser votre père, alors je me suis trompé sur vous. L'horloge grand-père tic-tac. Tic-tac. Je ne vais pas la réduire en cendres, dis-je. Alors, qu'allez-vous faire? Je posai ma tasse sur le sous-verre. La porcelaine claqua contre le bois. Je vais la sauver, dis-je. Même si je dois la briser pour le faire. Jude reprit sa pipe. Il alluma une allumette, la flamme éclatant brillante et soudaine dans la pièce sombre. Il tira sur sa pipe jusqu'à ce que le tabac brille d'un rouge cerise. Bien, dit-il à travers un nuage de fumée. Parce que je n'ai pas quitté un mariage juste pour vous regarder démissionner lundi. Il se leva et se dirigea vers son bureau. Il sortit un carnet de chèques du tiroir. Vous allez avoir besoin de capitaux pour les frais de justice, dit-il. Palmer Voss ne travaille pas au pourcentage. Je peux le payer, dis-je. J'ai des économies. Gardez vos économies, dit Jude. Il rédigea un chèque, le déchira d'un coup sec et le glissa sur le bureau. Considérez cela comme un investissement dans la nouvelle direction. Je regardai le chèque. Il était de 50 000 $. Lundi va être un bain de sang, dit Jude. Je pris le chèque. Je le pliai et le mis dans ma poche juste à côté de la boussole de mon grand-père. Laisse-le saigner, dis-je. Je suis prête. Les lumières fluorescentes du bureau de marin bourdonnaient d'un faible gémissement de moustique qui me rendait habituellement folle. Ce soir-là, à 21h un mercredi, c'était le seul son dans le bâtiment. Le reste de Prescott Logistique était sombre, les cubicles des rangées silencieuses et sombres.
Mais à l'intérieur du bureau de la directrice financière, l'air était vif et froid. Marin était assise derrière son bureau. Elle ne tapait pas. Elle ne triait pas de papier. Elle fixait simplement l'écran de son ordinateur portable, son visage illuminé par la dure lueur bleue d'une feuille de calcul. Je me tenais dans l'embrasure de la porte. J'avais une tasse de café à la main, provenant du distributeur automatique de la salle de repos, le genre qui avait un goût de plastique brûlé et de regret. « Tu l'as trouvé ?» dis-je. Ce n'était pas une question. Je connaissais Marin. Je connaissais la façon dont elle serrait la mâchoire quand les chiffres ne s'équilibraient pas. « Viens ici » dit-elle. Sa voix était plate, pas en colère, juste froide. Je contournai le bureau. L'écran était une grille dense de journaux de transactions, le genre qui ferait loucher la plupart des gens. Marin désigna un groupe de lignes surlignées en rouge. 3 sociétés à responsabilité limitée, dit-elle. Apex Consulting, Nordstar Solutions, BGP Venture. Je me penchai. Je ne reconnaissais pas les noms. Nous travaillons avec des centaines de fournisseurs, de propriétaires exploitants de camions, de fournisseurs de carburant, d'ateliers de maintenance, mais ces noms étaient génériques, vides. Que font-elles ? demandai-je. Rien, dit Marin. Elle cliqua sur un onglet. Pas de facture, pas de livrable, pas de contrat en dossier, juste des honoraires mensuels versés comme sur des roulettes le 15. Elle fit défiler jusqu'à la ligne du bas. La somme était en gras. 1 400 000. Le chiffre me frappa à la poitrine. Je sentis le souffle quitter mes poumons. 1,4 million de dollars. C'était la mise à niveau de la flotte que j'avais réclamée depuis 2020. C'était le bonus de fin d'année pour le personnel de l'entrepôt que nous avions dû couper l'année dernière parce que le budget était trop serré. J'avais fait face à 200 personnes dans la cafétéria et leur avais dit que nous n'avions pas les liquidités. Je les avais regardés dans les yeux et leur avais demandé de se serrer la ceinture. Et pendant ce temps, mon père s'engouffrait de l'argent dans un trou. Qui les possède ? demandai-je. Ma voix semblait étrange, creuse dans la petite pièce. Marin ouvrit une fenêtre de navigateur. Elle avait la recherche d'entreprise du secrétaire d'État. Agent enregistré, Luel. Bear Prescott. Je fixai son nom. Il semblait inoffensif à l'écran. Juste 12 lettres. Il n'a même pas essayé de le cacher, murmurai-je. Il est le président, dit Marin. Qui vérifie le président ? Je me redressai. La tasse de café dans ma main tremblait. Le liquide sombre oscillait dangereusement près du bord. Je la posai sur le bureau avec un claquement sec. Ce n'est pas juste du prélèvement, dis-je. C'est du détournement de fonds. Marin tourna sa chaise pour me faire face. C'est pourquoi il vous a combattu à chaque audit. C'est pourquoi il ne vous a pas laissé changer de cabinet comptable. Ce n'était pas une question de loyauté envers les anciens fournisseurs. C'était une question de garder le couvercle sur le pot. Je marchai vers la fenêtre. Le parc de camions en dessous était sombre, à l'exception des projecteurs de sécurité. Je pensais aux chauffeurs dormant dans leur cabine ce soir parce qu'ils essayaient de respecter un délai de livraison. Je pensais aux mécaniciens rafistolant des radiateurs avec du ruban adhésif parce que nous ne pouvions pas nous permettre de nouvelles pièces. Il leur a volé, dis-je. Il n'a pas volé à une banque. Il a volé à Mike et Sarah Epet. Nous avons la preuve irréfutable, Noël, dit Marin. Je regardai son reflet dans la vitre. Nous avons les balles, dis-je. Maintenant, je dois savoir pourquoi il a appuyé sur la gâchette. Le restaurant routier sur la route 83 était une relique, un survivant de chrome et de néon qui sentait le bacon grillé et les vieilles cigarettes, même si fumer y était interdit depuis une décennie. Il était midi un jeudi, et le déjeuner battait son plein. Les assiettes s'entrechoquaient. Les serveuses criaient des commandes et le grill crépitait comme de l'électricité statique. Pete Adamo était assis dans un box à l'arrière. Il avait 71 ans, avec des mains qui semblaient sculptées dans des racines de chêne. Il avait dirigé l'entrepôt de Prescott pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. C'était le genre d'homme qui portait une cravate à l'église et un insigne syndical sur sa veste tous les autres jours de la semaine. Il ne me regarda pas quand je m'assis. Il remua son café, fixant le tourbillon noir. « Je sais pourquoi vous êtes là, Noël, dit-il. Je ne perdis pas de temps en civilité.
Tu savais, n'est-ce pas? Pet soupira. C'était un bruit lourd et rauque dans sa poitrine. Ton grand-père le savait. Je me figeai. Mon grand-père était mort depuis 10 ans. Pet leva les yeux alors. Ses yeux étaient larmoyants, d'un bleu délavé, mais perçants. Le vieil homme savait que Bear avait un problème. Il a essayé de le réparer. Il a remboursé les dettes 2 fois dans les années 90. Il a fait jurer Bear sur la Bible de ta grand-mère. Quel genre de dette, Pet, demandai-je. Pet regarda autour du restaurant, comme si les murs avaient des oreilles. Ce n'étaient pas les femmes, dit-il en baissant la voix. Et ce n'étaient pas les voitures. C'étaient les cartes. Le jeu, dis-je. Pas les bateaux de croisière, dit Pet. Bear pensait qu'il était trop bon pour les machines à sous. C'étaient des parties privées, du poker entre gentlemen, des mises élevées, le genre de partie où l'on joue avec de l'argent que l'on n'a pas parce qu'on essaie d'impressionner des hommes qui se fichent que l'on vive ou que l'on meure. Je me calai contre le dossier en vinyle. Cela avait du sens. L'imprévisibilité, les sautes d'humeur, la façon dont il serait maniaque une semaine, payant des tournées pour tout le club, puis maussade dans son bureau avec les lumières éteintes la semaine suivante. Il n'était pas seulement un narcissique. Il était un toxicomane. Il doit de l'argent à des gens, n'est-ce pas, demandai-je. Pet hocha la tête. Des gens sérieux. C'est pourquoi il a besoin des dividendes. C'est pourquoi il pille les comptes de l'entreprise. Il déshabille Pierre pour habiller Paul. Mais Paul tient une batte de baseball. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, demandai-je. Je ressentais une piqûre de trahison. Je t'ai gardé sur la liste de paix en tant que consultant pendant 2 ans après ta retraite, Pet. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pet baissa les yeux sur ses mains. Parce que tu étais la petite fille, Noël. Tu étais celle qui faisait le travail, mais il était le nom sur le bâtiment. Et j'avais peur. Il sortit un paquet de sucre de sa poche, le lissant sur la table. Avant la mort de ton grand-père, dit Pet doucement. Il m'a dit quelque chose. Il était à l'hôpital. Il m'a serré la main fort. Il a dit, Pet, mon fils va briser ça. Il va le précipiter du haut d'une falaise. J'avalai difficilement. Et puis il a dit, continua Pet. Noël le réparera. Noël est la seule qui puisse réparer ce que je n'ai pas pu. Je regardai le vieil homme. Je vis la culpabilité gravée dans les lignes de son visage. Il avait porté ce secret pendant une décennie, attendant que je sois assez forte pour l'entendre. Mon grand-père ne m'avait pas laissé un héritage de richesse. Il m'avait laissé un travail de nettoyage. Je tendis la main sur la table et posai ma main sur celle de Pet. Sa peau était rugueuse, parcheminée, sèche. Tu peux arrêter d'avoir peur maintenant, Pet, dis-je. Je suis en train de réparer ça. Je laissai de l'argent sur la table pour le café et sortis sous le soleil vif et dur du parking. Je m'assis dans ma voiture et appelai Palmer Voss. Il décrocha à la première sonnerie. J'ai le motif, dis-je. 1,4 million de dollars de détournement de fonds pour couvrir des dettes de jeu. Des dettes de jeu présumées, corrigea Palmer automatiquement. Mais le détournement de fonds est visible. Bear fait pression pour le vote du conseil lundi, dis-je. Il veut me virer avant que je puisse présenter ça. Il n'obtiendra pas son vote, dit Palmer. Sa voix était calme, la voix d'un homme déplaçant une tour pour capturer une reine. J'ai déposé une motion ce matin. Nous demandons un report basé sur la découverte d'irrégularités financières. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a crié, dit Palmer. Il a menacé de me faire radier du barreau. Il a dit au juge que c'était une tactique d'obstruction, et puis j'ai utilisé 2 mots, dit Palmer. Audit forensique. Je souris. Ce n'était pas un sourire agréable. J'ai dit à son avocat que s'il forçait le vote lundi, nous assignerions les relevés bancaires de toutes les entités auxquelles Bear Prescott est associé, continua Palmer. Je leur ai dit que nous retournerions l'entreprise de fond en comble. Il y eut une pause sur la ligne. Il a accepté un sursis de 10 jours, dit Palmer. 10 jours. Cela semblait une éternité. Cela semblait 10 secondes. Il s'est acheté du temps pour enterrer les corps, dis-je. Il s'est acheté du temps pour paniquer, dit Palmer. Et les hommes paniqués font des erreurs.
Mais Noël, soyez prudente. Un animal acculé est dangereux. Il sait que vous arrivez pour lui maintenant. Il ne va plus jouer gentiment. Qu'il vienne, dis-je. Je raccrochai le téléphone et regardai le tableau de bord. J'avais 10 jours. 10 jours pour transformer les preuves en armes. 10 jours pour convaincre un conseil d'administration que l'homme qu'ils avaient fêté au mariage et avec qui ils avaient joué au golf pendant 40 ans était un voleur. Je mis la voiture en marche. Je ne rentrais pas chez moi. Je retournai au bureau. Marin m'attendait et nous avions beaucoup à fouiller. La piste était là. Je devais juste la suivre, même si elle menait droit au cœur de ma famille. La salle de conférence du cabinet d'avocat Palmer Voss sentait les marqueurs effaçables et le café froid. Il était 8 heures du matin un mercredi, 12 jours après le mariage, et le tableau blanc sur le mur ressemblait à une carte de bataille. Palmer se tenait devant, un marqueur à la main. Il avait dessiné un cercle et l'avait divisé en tranches. « Nous avons vos 15%, dit Palmer, tapant sur le tableau. Nous avons le bloc de 22% de Jude Lacadet. Et nous avons les 4 actionnaires indépendants que vous avez appelés hier. Cela représente 8% supplémentaires. 45%, dit Marin. Elle tapait sur son ordinateur portable, ses doigts bougeant à toute vitesse. Ce n'est pas assez, dis-je. Je fixai la tranche rouge du diagramme circulaire étiqueté Baird. Il a 30, dit Palmer. Votre mère en a 5. Cela fait 35% garantie contre vous. Et les 3 actionnaires non engagés détiennent 15%. Baird a joué au golf avec eux toute la semaine, dis-je. S'il les fait changer d'avis, il atteint 50%. Quel que soit le règlement des votes décisifs, le président a généralement l'avantage, dit Palmer. Mais la carte Joker, c'est votre sœur. Je regardais la tranche étiquetée Whitney 5%. Si elle vote avec lui, il est à 40%, dis-je. Il n'a besoin que de convaincre 2 des indépendants pour gagner. Mais si elle vote avec nous, dit Palmer, nous atteignons 50%. C'est un blocage. Il ne peut pas vous révoquer avec un blocage. Elle ne votera pas contre lui, dis-je doucement. Je pensais à Whitney tremblant dans mon salon, terrifiée par sa propre ombre. Elle restera assise et pleurera ou elle ne viendra pas du tout. Jude Lacadet se pencha en avant. Il était assis au bout de la table, pelant une orange avec un canif. L'odeur d'agrumes perça l'air vicié. Arrêtez de penser à la défense, Noël, dit Jude. Il coupa un quartier d'orange. Vous essayez de construire un mur pour le tenir à l'écart. Vous devez construire un canon. Je regardai Marin. Montre-leur la présentation, dis-je. Marin retourna son ordinateur portable. 47 diapositives, dit-elle. Chaque transaction, chaque virement bancaire, chaque enregistrement de société écran. Jude mit ses lunettes de lecture. Il se pencha, faisant défiler les diapositives. Il s'arrêta à la diapositive montrant le transfert de fonds à Nordstar Solutions. Manquement au devoir fiduciaire, murmura Jude. Si nous présentons cela avant le vote, dit Palmer, le Conseil a l'obligation d'enquêter. Nous pouvons proposer de le destituer de la présidence en attendant un audit forensique. Baird va devenir fou, dis-je. Laisse-le, dit Jude. Il me regarda par-dessus ses lunettes. Vous avez joué selon les règles d'un dîner de famille, Noël. Demain, vous jouez selon les règles du marché, et le marché punit les voleurs. Je pris une grande inspiration. Je pris mon téléphone. Qui appelez-vous, demanda Palmer. Ma sœur, dis-je. J'ai besoin d'elle dans cette pièce, pas pour voter, juste pour témoigner. La salle de conférence au 4e étage de Prescott Logistique était un espace que je connaissais mieux que mon propre salon. J'avais choisi la table ovale en chêne parce qu'elle encourageait la collaboration. J'avais choisi les chaises ergonomiques en cuir parce que les longues réunions causaient des maux de dos. J'avais conçu le logo qui pendait au mur du fond à un globe stylisé en bleu Prescott il y a 8 ans. À 10 heures du matin ce jeudi, la pièce ressemblait à un tribunal. L'air conditionné bourdonnait d'un faible bruit mécanique qui ne faisait rien pour rafraîchir la tension dans la pièce. 16 chaises étaient occupées. Tous les actionnaires étaient présents. Baird était assis à la tête de la table. Il portait un costume anthracite et une cravate de la couleur du sang artériel. Son visage était rougi en haut des pommettes,
signe que sa tension artérielle était au maximum. Ma mère était assise à sa droite. Elle fixait ses mains, jointes fermement sur ses genoux. Elle semblait plus petite que je ne l'avais imaginée, recroquevillée dans son cardigan beige. Je suis entré la dernière. Je ne regardais pas la chaise vide au pied de la table. Je ne regardais pas la chaise à côté de mon père. Je tirai une chaise au milieu de la pièce, directement en face des fenêtres. Palmer s'assit à ma gauche. Marin s'assit à ma droite. Bear ne me reconnut pas. Il tapota son stylo sur la table. Commençons, dit Bear. Sa voix était ferme, exercée, la voix du patriarche. Nous sommes ici pour discuter de la stabilité de cette entreprise. J'ai convoqué cette réunion pour proposer un vote de défiance concernant l'actuel PDG. Actuel PDG. Il le dit comme si j'étais une employée intérimaire qui avait dépassé son contrat. Je restais très immobile. Je pouvais sentir le grain de la table en bois sous mes doigts. Elle était fraîche et solide. Palmer se leva. Monsieur le Président, dit Palmer. Avant qu'un vote ne soit émis, ma cliente souhaite exercer son droit de s'adresser au Conseil. Article 4, section 7 des statuts. Bear fit un geste de la main, dédaigneux. Nous connaissons tous la situation, monsieur Voss. C'est une affaire de famille qui a débordé sur les affaires. Nous n'avons pas besoin d'un discours. Je veux l'entendre. Une voix grave gronda. Jude Lacadet était assis près du bout de la table. Il ne se leva pas. Il n'en avait pas besoin. Mon bloc contrôle 22% de cette entreprise, Bear, dit Jude. Et nous voulons entendre ce qu'elle a à dire. La mâchoire de Bear se contracta. Il regarda autour de la table. Il vit les hochements de tête d'Hélène Kopp et de Denny Falk. Il vit la curiosité dans les yeux des actionnaires indépendants qu'il avait démarchés toute la semaine. Fais vite, lâcha Bear. Je me levai. Mes jambes étaient lourdes, mais mes mains étaient stables. Je regardais les visages autour de la table. C'étaient des gens que j'avais enrichis. C'étaient des gens dont les dividendes payaient leur maison de vacances et les frais de scolarité de leurs enfants. Il y a 13 ans, dis-je, gardant ma voix basse et égale, j'étais assise à cette table à 11 heures du soir. J'ai signé les documents pour restructurer notre dette parce que nous étions à 3 mois de la faillite. Les temps étaient durs, interrompit Bear. C'était une récession. Nous avions 2,1 millions de dettes, continuai-je en l'ignorant. Aujourd'hui, nous avons 40 millions de revenus. Je n'ai pas fait ça seul. Je l'ai fait avec cette équipe. Mais une entreprise ne peut survivre lorsque ses ressources sont saignées de l'intérieur. Bear se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. C'est hors de propos. Montre la diapositive, dis-je à Marin. Marin appuya sur une touche de son ordinateur portable. Le projecteur s'alluma en bourdonnant. Sur l'écran, de 3 mètres de haut, se trouvait une feuille de calcul. 1,4 million de dollars, dis-je. Transféré à 3 SARL sans contrat, sans facture et sans livrable. La pièce devint silencieuse. On aurait entendu une mouche voler. On entendait le bourdonnement du ventilateur du projecteur. Le visage de Bear passa du rouge au blanc. C'est une allocation interne, bredouilla Bear. Des frais de conseil pour la planification stratégique. Marin appuya sur la touche suivante. L'écran changea. Il montrait les documents d'enregistrement d'Apex Consulting. Agent enregistré, Bear Prescott. Manquement au devoir fiduciaire, dit Palmer. Sa voix fut un coup de fouet dans le silence de la pièce. Bear regarda autour de la table. Il chercha un allié. Il regarda ma mère, mais elle avait fermé les yeux. Soudain, la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Nous nous tournâmes tous. Whitney entra. Elle portait une robe noire, simple et élégante. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle ne me regarda pas. Elle ne regarda pas Bear. Elle marcha vers la seule chaise vide restante, celle directement en face de son père, et s'assit. Whitney, dit Bear, une mise en garde dans son ton. Vous êtes en retard. Je suis là, dit Whitney. Sa voix tremblait un peu, mais son menton était levé. Bear la regarda, et pour la première fois, je vis une lueur de doute dans ses yeux. Il s'éclaircit la gorge.
Nous votons, dit Baer. Motion pour révoquer Noël Prescott de son poste de PDG. Tous en faveur. Baer leva la main. Celia hésita puis leva lentement la sienne. Sa main tremblait. 2 des actionnaires indépendants levèrent la main. 35%, murmura Palmer. Tous contre, demanda Baer. Je levai la main. Jude leva la main. Hélène Kopp leva la sienne. Denny Falk leva la sienne. Marin compta. 60% contre. La motion échoue, annonça Palmer. Baer resta là, sa main encore à moitié levée, ressemblant à une statue de dictateur sur le point d'être renversée. J'ai une contre-motion, dit Jude. Il ne regarda pas Baer. Il regarda le reste du conseil. Au vu des preuves financières présentées, je propose de destituer Baer Prescott de tous ses titres exécutifs et de membres du conseil avec effet immédiat, en attendant les résultats d'un audit forensique des comptes de l'entreprise. Approuvé, dit Hélène Kopp immédiatement. Baer regarda Whitney. Whitney, dit-il, c'était un ordre. Whitney le regarda. Elle regarda l'homme qui lui avait dit qu'elle n'avait pas besoin d'être intelligente, juste obéissante. Elle ne leva pas la main. Elle posa ses mains à plat sur la table. Abstention, murmura Whitney. Baer eut l'air d'avoir reçu une gifle. Nous votâmes. 52% en faveur. La motion est adoptée, dit Palmer. Le silence qui suivit fut suffocant. Baer Prescott, l'homme qui avait construit cette pièce. L'homme qui avait nommé le bâtiment, se tenait seul à la tête de la table. Il avait été destitué de son titre dans la maison qu'il prétendait posséder. Je le regardais. J'attendais de la satisfaction. J'attendais l'excitation de la victoire, le plaisir de gagner, mais je ne sentis rien. Je me sentis juste fatigué. Baer boutonna sa veste. Il ne regarda pas les actionnaires. Il ne regarda pas Whitney. Il marcha vers la porte. En passant devant ma chaise, il s'arrêta. Il se pencha. Je pouvais sentir le vieux parfum et le café éventé sur son haleine. Tu crois que ces gens sont tes amis, siffla-t-il, sa voix assez basse pour que seul moi puisse l'entendre. Ce sont des actionnaires, Noël, ils suivent l'argent, et quand j'en aurai fini avec toi, il n'y aura plus d'argent à suivre. Il se redressa et sortit. Ma mère se leva. Elle me regarda une seconde, un regard de pure confusion terrifiée, puis se précipita après lui. Je restai assise à fixer l'embrasure vide. J'avais gagné. J'avais gardé mon emploi. J'avais exposé la vérité. Alors pourquoi avais-je l'impression d'avoir tout perdu? Le restaurant italien à Hinsdale était faiblement éclairé par des bougies vacillantes dans des bocaux en verre rouge sur chaque table. Il sentait l'huile de truffe et le vin cher. C'était le genre d'endroit où les gens allaient pour célébrer des anniversaires et des fusions. Marin, Palmer et Jude étaient assis autour de la table avec moi. Une bouteille de Dom Pérignon était dans un seau à glace, transpirant. Jude leva son verre. Les bulles pétillaient dorées et brillantes. Au vainqueur, dit Jude. Je pris mon verre, mais je ne bus pas. Je fis tourbillonner le champagne, regardant la lumière se refléter dans le cristal. Il n'a pas fini, dis-je. Palmer coupa sa scalopine de veau. Il a été destitué de sa présidence, Noël. Il n'a aucune autorité. L'audit prendra des mois. Au moment où nous aurons terminé, il aura de la chance d'éviter des accusations criminelles. Vous ne le connaissez pas, dis-je. Je regardais la flamme de la bougie. Il ne se soucie pas de l'autorité. Il se soucie de l'humiliation. Vous l'avez embarrassé, Jude, devant les gens avec qui il joue au golf. Jude haussa les épaules. Il s'est embarrassé lui-même quand il a volé l'entreprise. Je pris une gorgée de champagne. Il avait un goût aigre sur ma langue. Baer Prescott ne recule pas, dis-je. Il attaque. Il brûle la terre. Mon téléphone vibra sur la nappe blanche. Le son fit légèrement sursauter tout le monde. Je regardai l'écran. Whitney. Whitney? Il y eut un silence à l'autre bout, puis le son d'une respiration saccadée. Il a appelé son avocat, dit Whitney. Sa voix était terrifiée. Pas l'avocat d'affaires. Son avocat personnel,
celui qui l'utilise pour les choses délicates. Qu'est-ce qu'il fait, demandai-je. La table devint silencieuse. Marin posa sa fourchette. Je l'ai entendu au téléphone, dit Whitney. Il criait à propos d'une injonction. Il a dit quelque chose à propos d'une ordonnance de restriction temporaire. Une ordonnance de... Je regardai Palmer. Il fronça les sourcils. Contre qui, demandai-je. Contre toi, murmura Whitney. Il la dépose dans le comté de DuPage. Il dit, Noël. Il dit que c'est toi qui as déplacé l'argent. Il dit qu'il a des preuves que tu faisais de l'auto-agression. Je sentis le sang se retirer de mon visage. Il ment. Il la dépose demain matin, dit Whitney. Il connaît le juge. Juge Henderson. Ils jouent aux cartes ensemble. La ligne se coupa. Je posai le téléphone lentement. Qu'est-ce qu'il y a, demanda Marin. Je regardai Palmer. Il dépose une ordonnance de restriction temporaire, dis-je. Il m'accuse de détournement de fonds. Palmer jura doucement. S'il dépose à DuPage et qu'il obtient un juge ami, il peut me barrer l'accès, dis-je. Palmer hocha la tête d'un air sombre. Il peut obtenir une ordonnance ex parte. Cela signifie qu'il n'a même pas besoin de nous avertir. Il peut se présenter au tribunal demain matin, raconter une histoire et faire en sorte que le shérif vous serve avant midi. Vous seriez interdite d'accès au bâtiment, interdite d'accès aux serveurs, interdite de contacter le personnel, les fournisseurs ou les clients de Prescott Logistique. Je regardai Jude. La célébration avait disparu. Le champagne se réchauffait. Il m'a dit, murmurai-je. Il m'a dit qu'il ne resterait plus d'argent à suivre. Je ne me battais plus seulement pour mon emploi. Je me battais pour mon nom, et la guerre venait de commencer. Le café dans ma tasse était encore chaud lorsque l'homme au coupe-vent bon marché passa devant le bureau d'accueil. Il était 9 heures du matin ce vendredi. Le bureau bourdonnait de l'énergie habituelle de fin de semaine. Les téléphones sonnaient dans la salle de répartition. Les tiroirs des imprimantes claquaient et l'odeur de bagel grillé flottait depuis la salle de repos. Je me tenais près de mon bureau, examinant les rapports de chargement de la nuit. Noël Prescott, demanda l'homme. Il s'arrêta dans l'embrasure de mon bureau vitré. Il ne tenait pas de colis. Il tenait une épaisse enveloppe Kraft. Oui, dis-je. 3 de mes responsables de compte levèrent les yeux de leur cubicule à l'extérieur. Ils s'arrêtèrent de taper. L'homme entra et déposa l'enveloppe sur mon bureau. Elle atterrit avec un lourd bruit sourd et glissa sur le bois poli jusqu'à ce qu'elle heurte ma tasse de café. Vous avez été servi, dit-il. Il se retourna et sortit sans un mot de plus. Je fixai l'enveloppe. Mon nom était tapé sur le devant en lettres noires grasses. L'adresse de l'expéditeur était le tribunal de circuit du comté de DuPage. Je l'ouvris. Mes doigts étaient maladroits, épais. Ordonnance de restriction temporaire. Plaignant, Bear Prescott agissant au nom de Prescott Logistique. Défendeur, Noël Prescott. Je lus le premier paragraphe, puis le second. Le souffle se bloqua dans ma gorge, refusant de descendre. Bear ne se contentait pas de me poursuivre pour récupérer son titre. Il me poursuivait pour dommages et intérêts. Le plaignant allègue que le défendeur, pendant son mandat de PDG par intérim, s'est livré à un comportement de malversation et de détournement de fonds sociaux, notamment le transfert de 1 400 000 $ à des entités écrans non autorisées. Je dus agripper le bord du bureau pour ne pas tomber. Il l'avait retourné. Il avait pris les preuves que Marin et moi avions trouvées ou les preuves de son vol où il y avait mis mon nom. Il m'accusait du crime exact qu'il avait commis. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Palmer. Ma main tremblait si fort que je composai le mauvais numéro 2 fois. Il a déposé, dis-je dès qu'il décrocha. Il m'accuse de détournement de fonds. Je le vois, dit Palmer. Sa voix était tendue. Il a déposé à DuPage. Juge Henderson. Le gars avec qui il joue au golf, dis-je. Le gars avec qui il joue au golf tous les dimanches depuis 20 ans, corrigea Palmer. Noël, c'est un dépôt ex parte. Il n'a pas seulement déposé une plainte. Il a déposé une demande d'injonction d'urgence. Il a dit au juge que vous étiez un risque de fuite et que vous détruisiez activement des preuves. Je suis celle qui sauve les preuves, criai-je.
Devant mon bureau, le silence était absolu. Toutes les têtes dans l'open space étaient tournées vers moi. Ils avaient vu l'huissier. Maintenant, ils entendaient les cris. Le juge l'a accordé, dit Palmer. Le monde s'arrêta de tourner. Quoi, murmurai-je. L'ordonnance de restriction temporaire est effective immédiatement, dit Palmer. Vous êtes interdite d'accès aux locaux. Vous êtes interdite d'accès aux serveurs. Vous êtes interdite de contacter tout employé, fournisseur ou client de Prescott Logistique jusqu'à l'audience. Quand a lieu l'audience? Mercredi. Mercredi. Je regardais par la fenêtre les camions qui s'alignaient sur le quai de chargement. Palmer, 5 jours. Il peut brûler l'endroit en 5 jours. Il a l'ordonnance, Noël. Si vous restez dans ce bâtiment, vous êtes en outrage au tribunal. Vous devez partir maintenant. Je posai le téléphone. Je regardais autour de mon bureau. La succulente sur l'étagère que j'avais gardée en vie pendant 5 ans. La photo encadrée de l'équipe du pique-nique de l'entreprise. La pile de contrats sur mon bureau qui attendait ma signature pour maintenir la chaîne d'approvisionnement en mouvement. J'étais expulsé de la vie que j'avais construite. Je pris mon sac à main. Je n'emballais pas de boîte. Je ne pris pas mon ordinateur portable. Je sortis simplement. Je passai devant les rangées de cubicules, devant Mike, qui baissa les yeux sur ses chaussures. Devant Sarah, qui avait les larmes aux yeux. Je sortis par la porte principale, et le garde de sécurité, un homme que j'avais embauché, détourna le regard quand je passais. Le café sur Ogden Avenue était un terrain neutre. Il était bruyant, bondé, et sentait les grains d'espresso brûlés. J'arrivais à 11 h un samedi. Ma mère était déjà là. Célia était assise dans un box à l'arrière, loin des fenêtres. Elle portait un cardigan beige serré autour de son corps comme si elle s'attendait à une tempête de neige en plein octobre. Elle avait une tasse de tisane devant elle, intacte. Je m'assis en face d'elle. « Tu as l'air fatigué », dit Célia. Ce n'était pas un début de conversation. C'était une observation. « J'ai été servi d'une ordonnance de restriction hier, maman, dis-je. Ça rend difficile de dormir. » Célia soupira. Elle prit une serviette et commença à la plier en petits carrés. « Ton père est très contrarié, Noël. Il se sent trahi. Il a volé 1,4 million de dollars, dis-je. Et maintenant, il dit à un juge que c'est moi qui l'ai fait. » Célia agita la main, rejetant les chiffres comme s'il s'agissait de moucherons. « Détail, dit-elle. Les affaires sont compliquées. Tu sais comment il est avec les papiers. Ce ne sont pas des papiers, dis-je, me penchant en avant. C'est de la prison. S'il ne m'accuse pas, il va en prison. C'est pourquoi il fait ça. Célia cessa de plier la serviette. Elle me regarda, ses yeux suppliants. Il est prêt à l'abandonner, dit-elle doucement. Je me figeai. Quoi? Nous avons parlé hier soir, dit Célia. Il est prêt à retirer la plainte. Il dira au juge que c'était un malentendu, mais tu dois signer un accord. Laisse-moi deviner, dis-je. Je démissionne. Je signe un accord de non-divulgation. Je pars avec mes actions et je me tais. Célia hocha la tête avec empressement. Tu reçois de l'argent, Noël. Tu peux lancer ta propre affaire, quelque chose de plus petit, de moins stressant. Tout le monde y gagne. Il gagne, dis-je. Et les employés perdent. Parce qu'il va vider les comptes en 1 an. Pourquoi te soucies-tu tant des employés, rétorqua Célia. Sa voix devint aiguë et cassante. Pourquoi te soucies-tu plus des étrangers que de ton propre père? Il t'a construit cette vie. Il t'a tout donné. Il ne m'a rien donné, dis-je. Il m'a donné un désordre et je l'ai nettoyé, et maintenant tu veux que je le laisse le détruire parce que tu as peur de lui. Je n'ai pas peur, dit Célia. Elle tendit la main vers son thé et puis je le vis. Sa main tremblait. Ce n'était pas un tremblement nerveux. C'était un tremblement rythmique, roulant. Son pouce frottait son index dans un mouvement de roulement de pilule. La tasse cliqueta contre la soucoupe. Clinc, clinc, clinc. Avant qu'elle ne puisse la soulever. Elle mit rapidement son autre main autour de la tasse, la serrant pour arrêter le bruit. Elle me regarda, la terreur dans les yeux.
Maman, murmurai-je. Elle ramena ses mains sur ses genoux, les cachant sous la table. Je vais bien. J'ai juste froid. Ce n'est pas le froid, dis-je. J'avais cherché les symptômes sur Google il y a 6 mois après Thanksgiving, quand je l'avais vu lutter pour couper sa dinde. Depuis combien de temps? Célia regarda par la fenêtre le trafic sur Ogden Avenue. 6 mois, murmura-t-elle. Le médecin dit que c'est les premiers stades. Mais il le sait, demandai-je. Bien sûr qu'il sait, dit Célia. Une larme coula du coin de son œil. Il paie le spécialiste. Je me calai contre la banquette en vinyle. Les pièces s'assemblèrent. Le désespoir, la complaisance, la façon dont elle avait jeté Whitney sous le bus au mariage. Elle n'était pas juste une femme faible protégeant un tyran. C'était une femme malade s'accrochant à son soignant. Tu as peur qu'il te quitte, dis-je. Célia me regarda. Son visage se froissa. Si je me retourne contre lui, si je le perds, qui prendra soin de moi, Noël? Quand je ne pourrai plus conduire, quand je ne pourrai plus m'habiller, tu es occupé avec l'entreprise. Whitney est lunatique. Il est tout ce que j'ai. Je regardais la femme qui m'avait élevé. Je voulais être en colère. Je voulais la secouer, mais tout ce que je ressentais, c'était une profonde et douloureuse pitié. Bear Prescott avait construit une prison de peur, et il l'avait enfermée à l'intérieur avec son propre corps. Il ne prendra pas soin de toi, maman, dis-je doucement. Il ne peut même pas prendre soin de lui-même. C'est mon mari, dit-elle. Sa voix durcit à nouveau, le mur se reconstruisant. Et tu détruis notre famille. Elle sortit de la banquette. Elle fit attention à garder ses mains dans ses poches. Accepte l'accord, Noël, dit-elle. S'il te plaît, avant que ça n'empire. Elle quitta le café, ses pas courts et traînants. Je la regardai partir, réalisant que le méchant de mon histoire n'était pas seulement un monstre. Il était une bouée de sauvetage pour la seule personne qu'il me restait à perdre. Le lundi matin se leva sur Chicago comme une ecchymose. Le ciel était d'un gris ardoise lourd et la pluie fouettait la fenêtre de ma chambre. Mon téléphone vibra sur la table de nuit. Il était 8 heures. Je le pris. Palmer Voss. Mauvaise nouvelle, demandai-je. Ma voix semblait épaisse dans la pièce silencieuse. Le pire, dit Palmer. Le shérif a servi l'injonction au siège ce matin. La sécurité a votre photo. Votre badge a été désactivé. Et l'accès au serveur coupé. Palmer dit, Marin vient de m'appeler. Elle est aussi bloquée. Bear a fait venir ses propres informaticiens ce week-end. Ils ont effacé les privilèges d'administrateur. Je m'assis, tirant la couette autour de moi. Le condo semblait froid. Je n'avais pas allumé le chauffage, essayant d'économiser de l'argent, essayant de me préparer pour le long terme. Marin va bien, demandai-je. Elle a peur, dit Palmer. Bear fait les 100 pas. Il dit à tout le monde qu'il est le PDG par intérim par ordre du tribunal. Il leur montre le dossier, Noël. Il leur montre le paragraphe où il vous accuse de vol. Il empoisonne le puits, dis-je. Il fait du bon travail, dit Palmer. 3 personnes de la comptabilité ont démissionné ce matin. Elles sont parties. Elles ne voulaient pas être prises entre deux feux. Je fermai les yeux. 3 personnes. Je me demandais qui. Était-ce Sarah? Était-ce David? Pouvons-nous contester l'ordonnance de restriction temporaire, demandai-je. Nous pouvons déposer une requête en annulation, dit Palmer. Mais sans accès au serveur, nous ne pouvons pas prouver que les SARL sont les siennes. C'est votre parole contre ces documents. Et en ce moment, ces documents portent la signature d'un juge. Donc nous sommes coincés, dis-je. Nous saignons, corrigea Palmer. J'ai besoin que vous restiez calme. N'appelez personne. Ne vous approchez pas du bâtiment. Si vous violez l'ordonnance, vous irez en prison. Je raccrochai. Je marchai dans le salon. Il faisait sombre, les stores tiraient contre la pluie. Le silence était absolu. Pas de courriel, pas de notification Slack, pas d'appel de la répartition. Pendant 20 ans, mon téléphone avait été mon battement de cœur. Maintenant,
c'était une brique. Il vibra de nouveau dans ma main. Whitney. Je fixai l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Je ne pensais pas pouvoir gérer plus de mauvaises nouvelles. Allô? Il m'a appelé, dit Whitney. Elle pleurait. J'entendais les sanglots octants. Il m'a appelé à 7 heures ce matin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si je ne vote pas pour te destituer lors de la réunion d'urgence de jeudi, il me coupera les vivres. Tu as un fonds fiduciaire, dis-je. Grand-père l'a créé. Il ne peut pas y toucher. Il est le fiduciaire, sanglota Whitney. Il a dit qu'il y avait une clause aux conduites préjudiciables à la famille. Il a dit qu'il le gèlerait. Il a dit qu'il dirait à Garrett que je suis sans le sou. Garrett ne se soucie pas de l'argent, dis-je, même si je n'en étais pas entièrement sûr. Il m'a dit de choisir, dit Whitney. Il a dit, tu es ma fille ou tu es ruiné. Je m'assis par terre. Le parquet était glacial contre mes jambes. Il nous démantelait systématiquement. Il avait isolé ma mère par la peur. Il faisait chanter Whitney avec de l'argent. Il m'avait piégé avec la loi. Qu'est-ce que je fais, Noël? Demanda Whitney. Je ne peux pas tout perdre. Je ne sais pas, murmurai-je. Tu sais toujours, dit-elle. Tu as toujours un plan. Je n'en ai pas, dis-je. Pas cette fois. Je raccrochai le téléphone. Je restai assise dans l'obscurité. La pluie tambourait contre la vitre, un rythme incessant et assourdissant. Je regardais la table basse. La boussole de mon grand-père était là, le laiton terne dans la faible lumière. Le vrai nord. À quoi bon une boussole quand on est piégé dans une boîte? J'ouvris le tiroir de la table d'appoint, ma main effleurant un morceau de papier. Je le sortis. C'était une lettre. Je l'avais écrite il y a 6 mois à 3 heures du matin après une dispute avec Bear à propos du budget d'entretien de la flotte. Au conseil d'administration. Veuillez accepter cette lettre comme notification formelle que je démissionne de mon poste de PDG de Prescott Logistique. Je l'avais écrite parce que j'étais fatigué. Je l'avais écrite parce que je voulais, juste un instant, imaginer une vie où je n'aurais pas à me battre pour chaque centimètre de terrain. Je regardais la ligne de signature. Elle était vide. Bear voulait que je démissionne. Ma mère voulait que je démissionne. Le tribunal m'avait pratiquement viré. Si je la signais, la guerre serait finie. Je pourrais partir. Je pourrais le laisser avoir les cendres. Je décapsulai un stylo. Je le posai sur le papier. Un petit point d'encre apparut sur la page. Et puis je m'arrêtai. Le parquet de mon salon était impitoyable contre ma colonne vertébrale, mais je ne bougeais pas. Il était 2 heures du matin un mardi, et j'étais assise, le dos contre le mur, les jambes tendues devant moi, fixant les bandes de lumière orange de la rue filtrant à travers les stores. Je tenais mon téléphone sur mes genoux, l'écran brillant dans la pièce sombre. Mon pouce bougeait dans un balayage rythmique et hypnotique, faisant défiler le temps. Je ne regardais pas les réseaux sociaux. Je regardais mon dossier d'éléments envoyés. J'avais tapé le nom Bear Prescott dans la barre de recherche et maintenant je me noyais dans 20 ans de correspondance à sens unique. 12 juin 2014. Papa, nous venons de décrocher le compte Henderson. Cela ajoute 12% au chiffre d'affaires. 4 janvier 2016. Papa, j'ai résolu le conflit syndical au dépôt de Memphis. Pas de grève. 8 mars 2019. Papa, le chiffre d'affaires est en hausse de 30% d'une année sur l'autre. Je l'ai lu un par un, des centaines d'entre eux. Ce n'étaient pas des mises à jour. C'étaient des supplications. C'étaient des bouts de papier numérique qu'une petite fille avait glissés sous la porte verrouillée de son père, espérant qu'il l'ouvrirait. Je tapais sur ses réponses. Bien. D'accord. Le marché est mou. Continuez à pousser. La plupart n'avaient aucune réponse du tout. Je sentis une pierre froide et lourde se loger dans mon ventre. J'avais passé toute ma vie d'adulte à construire un empire de 40 millions de dollars juste pour obtenir un hochement de tête d'un homme trop occupé à jouer aux cartes pour lire les pièces jointes. J'avais pensé qu'il m'ignorait parce qu'il était occupé. Je restais assise dans l'obscurité et réalisais que la vérité était bien plus simple. Il n'était pas trop occupé.
Il s'en fichait tout simplement. Mon pouce glissa et je fis défiler trop loin, tombant sur un email d'il y a 4 ans. Il n'était pas destiné à mon père. Il était destiné à Marin. Objet, refonte de la chaîne d'approvisionnement. Marin, je veux restructurer toute la route du Midwest. Je sais que tout le monde dit que les coûts de carburant nous tueront, mais j'ai fait les calculs. Si nous passons à des hubs régionaux, nous économisons 15% en 6 mois. Donne-moi 90 jours pour prouver que ça marche. Je regardai la réponse de Marin. Elle arriva 4 minutes plus tard. 60, je serai prête en 60. Je fixai l'écran. Je me souvenais de ce trimestre. Nous n'avons pas seulement économisé 15%, nous avons augmenté l'efficacité de 20%. Les chauffeurs rentraient chez eux plus souvent. Les clients recevaient leur fret plus rapidement. Je n'avais pas eu besoin de la permission de mon père pour le faire. Je n'avais pas eu besoin de son assentiment. J'avais eu besoin d'un plan et d'un partenaire qui croyait aux chiffres. J'éteignis le téléphone. La pièce replongea dans l'obscurité. Mais le silence semblait différent maintenant. Il n'était pas vide. Il attendait. À 5 heures, le ciel commença à prendre la couleur d'une prune meurtrie. Je me déplaçai du sol à la table de la cuisine. Mes jambes étaient raides et mon dos me faisait mal, mais mon esprit vibrait d'une étrange énergie nouvelle. Je posai la lettre de démission sur la table devant moi. Le papier était froissé là où je l'avais agrippé. Le seul point d'encre où j'avais presque signé ressemblait à un trou noir menaçant d'engloutir la page. Je le lissai. Je commençai à le lire du début, non pas en survolant, mais en lisant vraiment les mots que j'avais écrits à 3 heures du matin il y a 6 mois. Au conseil d'administration, veuillez accepter cette lettre comme notification que je me retire. Pendant mon mandat de directrice générale, j'ai supervisé la transition d'un déficit de 2 millions de dollars à un surplus de 5 millions. Je lus le paragraphe suivant. J'ai élargi notre flotte de 20 camions à 85. J'ai obtenu des contrats avec 3 détaillants nationaux. J'ai bâti une équipe de 200 employés dévoués qui ont le taux de rotation le plus bas de l'industrie. Je lus le 3e paragraphe. J'ai géré 2 grèves, une pandémie mondiale et une crise du carburant sans manquer une seule paie. Je m'arrêtai. Ma respiration se coupa dans ma gorge. Ce n'était pas une lettre de démission. Il n'y avait pas un seul mot de capitulation jusqu'à la dernière ligne. C'était un registre. C'était un reçu. J'avais écrit cela parce que je désespérais que quelqu'un reconnaisse ce que j'avais fait. Je l'avais écrit parce que j'avais faim de validation. Mais en le lisant maintenant, dans la lumière grise de l'aube, je réalisais que j'avais demandé à la mauvaise personne de le signer. Je n'avais pas besoin que Bear Prescott me dise que j'étais bonne à mon travail. La preuve était là, en noir et blanc, tapée de mes propres mains. J'avais construit cela. Je l'avais sauvé. Je l'avais aimé quand il l'avait abandonné. Je pris le stylo. Je ne signai pas la lettre. Au lieu de cela, je traçai une épaisse ligne noire à travers les mots « démissionne de mon poste ». Au-dessus, de ma petite écriture angulaire, j'écrivis un mot « revendique ». Je pliai le papier et le mis dans ma poche. Je n'en avais plus besoin. J'avais juste besoin de le porter. La douche était assez chaude pour rendre ma peau rose. J'ai lavé 3 jours de peur et de stagnation. Je me suis lavé les cheveux, regardant la mousse s'écouler dans le drain, emportant le doute avec elle. Je me suis habillé lentement. Je n'ai pas mis le tailleur pantalon de pouvoir, l'armure que je portais habituellement au combat. J'ai mis un jean foncé et une chemise blanche boutonnée impeccable. J'ai laissé le blazer sur le cintre. Je n'avais pas besoin d'épaules rembourrées aujourd'hui. Je suis entré dans la cuisine et j'ai fait du café. Le soleil était maintenant complètement levé, peignant la skyline de Chicago en relief. J'ai pris mon téléphone et j'ai appuyé sur l'icône de la messagerie vocale. J'ai fait défiler jusqu'au message de Whitney, celui qu'elle avait laissé 2 heures avant le mariage. Je l'avais écouté 4 fois auparavant, toujours entendant la peur. Toujours entendant le son d'une femme trop faible pour se lever. J'ai appuyé sur lecture. 6. Décroche, s'il te plaît. Papa va faire quelque chose ce soir. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté plus attentivement. J'ai entendu le tremblement dans sa voix. Oui. Mais sous le tremblement, j'ai entendu autre chose. J'ai entendu l'eau qui coulait qu'elle avait ouverte pour masquer l'appel.
J'ai entendu l'urgence. Elle avait risqué sa colère pour me prévenir. Elle était terrifiée par lui. Et pourtant, elle avait décroché le téléphone. Whitney n'était pas l'ennemi. Elle était la deuxième victime. Et elle était la seule autre personne au monde qui savait exactement ce que c'était que d'être la fille de Bear Prescott. J'ai composé le numéro de Palmer Voss. Il était 7 heures du matin, mais il a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai un plan, dis-je. Ma voix sonnait différemment à mes propres oreilles. Elle était plus grave, plus calme. Elle manquait du ton frénétique des 2 dernières semaines. Noël, ce n'est pas le moment d'être impétueuse, dit Palmer, sa voix épaisse de sommeil. L'audience est demain. Nous devons nous concentrer sur l'annulation de l'ordonnance de restriction. Je ne veux pas le combattre, Palmer, dis-je. Il y eut une pause. Vous voulez régler ça? Non, dis-je. Je regardais par la fenêtre la ville. Je ne veux pas le combattre pour son approbation. Je ne veux pas le combattre pour la chaise. Je veux libérer l'entreprise de lui. Quelle est la différence? Demanda Palmer. La différence est que je me fiche qu'il admette que j'ai raison, dis-je. J'ai juste besoin qu'il soit hors de mon chemin. J'entendis le froissement de drap alors que Palmer s'asseyait. Continuez. Nous allons à la réunion d'urgence demain, dis-je. Nous présentons tout, les clauses de personnes clés, la fraude, les documents d'incorporation, mais je ne vais pas demander au conseil de me garder. Vous n'allez pas? Non, dis-je. Je vais leur demander de choisir. Ils peuvent choisir de maintenir l'entreprise en vie, ou ils peuvent choisir de laisser Bear la couler avec lui. Et s'ils le choisissent lui? Demanda Palmer. Alors je pars, dis-je. Et j'emporte tous les contrats avec mon nom. Non pas parce que je suis en colère, mais parce que c'est mon droit légal, et je construirai quelque chose de mieux de l'autre côté de la rue. Palmer resta silencieux pendant 5 secondes. Puis j'entendis un léger rire. Vous savez, dit-il, si nous présentons les documents d'incorporation originaux au juge Henderson aujourd'hui, l'ordonnance de restriction se dissout. Bear l'a déposée en prétendant que vous étiez une employée. Les documents prouvent que vous êtes une associée. La base légale de son ordonnance s'évapore. À quelle vitesse pouvons-nous nous présenter devant le juge? Demandai-je. Je peux déposer une motion d'urgence ce matin, dit Palmer. Nous pourrions avoir une audience cet après-midi. Faites-le, dis-je. Je raccrochai et composai le numéro de Whitney. Elle répondit immédiatement comme si elle avait fixé le téléphone. Noël. Sa voix était petite, terrifiée. J'ai besoin de toi à la réunion demain, dis-je. Je ne peux pas voter contre lui, sanglota-t-elle. Il me coupera les vivres. Il le dira à Garrett. Je n'ai pas besoin que tu votes, dis-je. J'ai juste besoin que tu t'assoies là. T'asseoir là. Oui, dis-je. J'ai besoin que tu t'assoies là et que tout le monde dans cette pièce voit que les 2 filles de Bear Prescott connaissent la vérité. J'ai besoin que tu sois un témoin, Whitney. Peux-tu faire ça? Il y eut un long silence, puis un petit soupir tremblant. Je serai là, murmura-t-elle. Mais Noël, je vais faire plus que m'asseoir là. Je ne lui demandai pas ce qu'elle voulait dire. Je la remerciai simplement et raccrochai. Je marchai vers la table et pris la boussole de mon grand-père. Le laiton était chaud du soleil du matin. Je passai mon pouce sur l'inscription au dos. Vrai Nord. Je la glissai dans ma poche. Elle était lourde, solide. C'était un rappel que la direction ne venait pas d'une carte, et certainement pas d'un homme qui s'était égaré il y a 20 ans. Je pris mes clés et sortis. L'air dans le couloir était frais et immobile. Je ne regardais pas en arrière l'appartement. Je ne regardais pas en arrière les 3 dernières semaines. Je marchais vers l'ascenseur, prête à aller au tribunal et à reprendre mon nom. Le marteau frappa le bloc de bois avec un son semblable à un coup de pistolet, résonnant dans la salle d'audience au haut plafond du palais de justice du comté de DuPage. Il était 14 heures un mercredi et l'air sentait la cire de sol et les vieux jugements. Le juge Henderson remonta ses lunettes sur son nez. Il regarda les documents que Palmer venait de soumettre. Puis il regarda l'avocat assis à côté de mon père. « Conseil, dit le juge, sa voix sèche et peu impressionnée.
Votre client a déposé une demande d'ordonnance de restriction d'urgence basée sur la prémisse que Mademoiselle Prescott est une employée salariée sujette à une révocation immédiate. Il tapa du doigt sur le document. Ces documents d'incorporation de 2011 la listent clairement comme cofondatrice et associée gérante. L'avocat de mon père se leva, boutonnant nerveusement sa veste. Votre honneur, nous demandons un ajournement pour examiner. Le juge le coupa d'un geste de la main. Demande rejetée. Le plaignant a dénaturé la structure de l'entreprise à cette cour. L'ordonnance de restriction temporaire est dissoute avec effet immédiat. Je laissai échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 3 jours. À côté de moi, Palmer Voss ferma sa mallette. Le clic des verrous sonna comme l'ouverture d'une serrure. Nous sortîmes dans le couloir. Mon père n'était pas là. Il avait envoyé son avocat faire le sale boulot pendant qu'il restait dans son bunker, probablement à appeler les actionnaires. Vous avez le droit légal d'entrer dans le bâtiment maintenant, dit Palmer, vérifiant sa montre. Pas encore, dis-je. Je regardai par la fenêtre le parking gris. Si j'y retourne aujourd'hui, ce n'est qu'une escarmouche. Je veux mettre fin à la guerre. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Marin. La présentation est-elle prête, demandai-je. 47 diapositives, dit Marin. J'ai tout sauvegardé sur le cloud sécurisé avant qu'il ne me bloque l'accès, ajouta-t-elle. Chaque journal de transaction, chaque relevé bancaire. Sa voix était tendue d'adrénaline. J'ai les relevés bancaires, les journaux de transaction et les enregistrements des sociétés écrans. Ajoute une diapositive de plus, dis-je. Mets le document d'incorporation à la toute fin, la page de signature. C'est fait, dit Marin. Je raccrochai. Je restai là un instant, observant les nuages se déplacer au-dessus du palais de justice. Demain matin, je n'allais pas seulement à une réunion. J'allais au feu. La salle de conférence de Prescott Logistique avait toujours été ma pièce préférée. J'aimais la façon dont la lumière du matin frappait la longue table en chêne. J'aimais l'odeur des chaises en cuir. J'aimais la vue sur le parc de camions où le vrai travail se faisait. À 10 heures du matin ce jeudi, la pièce ressemblait à un tombeau. Chaque siège était occupé. Les 16 actionnaires étaient assis en silence, les mains jointes sur la table. L'air conditionné bourdonnait d'un faible bruit mécanique qui ne faisait rien pour calmer la tension suffocante dans l'air. Mon père était assis au pied de la table. Il était habituellement à la tête, mais aujourd'hui, il avait choisi la place la plus proche de la porte, comme s'il avait besoin d'une issue de secours. Son visage était rouge marbré, et il refusait de croiser le regard de qui que ce soit. Ma mère était assise à côté de lui, fixant ses mains. Whitney était assise au milieu de la table, à égale distance de nous deux. Elle portait du noir, ressemblant moins à une sœur qu'à une pleureuse. Il ne restait qu'une chaise vide, celle à la tête de la table. Je n'hésitais pas. Je marchai vers l'avant de la pièce et posai mon dossier sur le bois. Je m'assis. Le silence s'étira pendant 10 secondes. 20. C'est une erreur, dit Baird. Il ne se leva pas. Il parla simplement à la table. J'ai déjà déposé une motion pour. Monsieur Prescott, dit Palmer Voss de son siège à ma gauche. Vous aurez votre tour tout à l'heure. Selon les statuts de l'entreprise, la parole appartient au PDG. Baird fit un bruit dans sa gorge, un ricanement qui ressemblait à un grognement, mais il resta assis. Je me levai. Je ne regardais pas mes notes. Je n'en avais pas besoin. J'avais vécu ces chiffres pendant 13 ans. Je ne suis pas ici pour me défendre, dis-je. Ma voix était ferme, plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Je suis ici pour présenter les faits. Vous êtes les actionnaires. Vous décidez quoi en faire. Je fis un signe de tête à Marin. Elle appuya sur une touche de son ordinateur portable et l'écran du projecteur descendit. Fait numéro 1, dis-je. L'écran s'illumina avec une liste de noms. Henderson Freight. Global Tech. Distribution de pièces automobiles. Ce sont nos 14 plus gros contrats, dis-je. Ils représentent 60% de notre chiffre d'affaires annuel brut, soit 24 millions de dollars. Je fis une pause, laissant le chiffre s'imprégner. Chacun de ces contrats contient une clause de personne clé, dis-je. Elle stipule que si moi, Noël Prescott,
je ne suis plus le contact opérationnel principal ou si je quitte l'entreprise, le client a le droit de résilier l'accord avec un préavis de 90 jours. Un murmure parcourut la pièce. Hélène Kopp ajusta ses lunettes, se penchant pour lire les petits caractères à l'écran. Si je suis révoqué aujourd'hui, continuai-je, l'entreprise perd 60% de ses revenus d'ici Noël. La banque rappelle notre ligne de crédit. Nous sommes insolvables d'ici janvier. Ber claqua sa main sur la table. Ils ne partiront pas. Ils sont fidèles à la marque. Ils ont signé avec moi, Ber, dis-je calmement. Je ne criais pas. Je n'en avais pas besoin. Ils ont signé parce que je réponds au téléphone à minuit quand un camion tombe en panne au Nebraska. Je fis de nouveau un signe de tête à Marin. Fait numéro 2. L'écran changea. C'était une feuille de calcul dense de chiffres, mais 3 lignes étaient surlignées en rouge vif. Au cours des 3 dernières années, 1,4 million de dollars ont été transférés de nos comptes d'exploitation à 3 sociétés à responsabilité limitée, dis-je. Apex Consulting, Nordstar Solutions, BGP Venture. La pièce devint silencieuse. Il n'y a pas de facture, dis-je. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de produit de travail. Marin appuya sur la diapositive suivante. Elle montrait l'enregistrement au secrétaire d'État d'Apex Consulting. Agent enregistré, Ber Prescott. Mon père se leva alors, sa chaise raclant violemment le sol. C'est une allocation interne. Je suis le président. J'ai le droit d'allouer des fonds pour la planification stratégique. Planification stratégique avec un croupier de poker à Joliet, demanda Jude Lacadet. Sa voix était profonde et grondante comme le tonnerre à l'horizon. Ber se tourna vers lui, son visage devenant violet. Comment osez-vous? J'ai construit cette entreprise. Asseyez-vous, Ber, dit Jude. Ce n'était pas une suggestion. Ber regarda autour de la pièce. Il chercha un allié. Il regarda les actionnaires indépendants qu'il avait démarchés toute la semaine, mais il regardait l'écran, horrifié. Il se tourna vers ma mère. Célia, dis-leur. Dis-leur qui je suis. Ma mère leva les yeux. Ses yeux étaient mouillés de larmes. Ses mains tremblaient sur ses genoux, cachés sous la table. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle le regarda avec un mélange terrifiant d'amour et de peur, puis elle détourna le regard. Ber se tourna vers Whitney. Whitney, aboya-t-il. Parle. Dis à ces gens ce dont nous avons discuté. Whitney resta très immobile. Elle regarda l'homme qui l'avait terrifiée pendant 30 ans. Elle regarda le père qui lui avait dit qu'elle était trop stupide pour diriger l'entreprise, mais assez jolie pour être une figure de pro. Elle se leva. Ses jambes tremblaient, mais elle verrouilla ses genoux. Tu m'as dit que je n'avais pas besoin d'être intelligente, dit Whitney. Sa voix était calme, mais elle porta jusqu'à tous les coins de la pièce. Tu m'as appelé dans ton bureau et tu m'as dit que je n'avais qu'à m'asseoir là. Tu as dit que Noël était trop difficile. Tu as dit que tu avais besoin d'une marionnette. Ber recula comme si elle l'avait frappé. Whitney. Je t'aime, papa, dit Whitney, les larmes coulant sur ses joues. Mais je ne suis pas une marionnette, et Noël n'est pas un substitut. Elle est la seule raison pour laquelle nous avons encore une entreprise à nous disputer. Je regardais ma sœur, l'enfant prodige, celle qui était censée être parfaite et silencieuse. Elle se tenait droite au milieu des décombres de notre famille, et elle n'avait jamais été aussi belle. Je fis un signe de tête à Marin. Fait numéro 3, la dernière diapositive apparut. La page de signature de 2011. Mon père regarda l'écran. Il plissa les yeux, lisant les petits caractères sous mon nom pour la première fois en 13 ans. Cofondatrice et associée gérante. Tu as déposé une ordonnance de restriction prétendant que j'étais une employée, dis-je. Tu as menti au tribunal. Je suis une fondatrice, Ber, et tu ne peux pas virer une fondatrice 167% des voix. Je regardai autour de la table. Je ne vous demande pas de me garder, dis-je. Je vous demande de choisir. Vous pouvez choisir le passé ou vous pouvez choisir l'avenir. Je m'assis. Jude Lacadet s'éclaircit la gorge. Je propose de destituer Ber Prescott de toutes ses fonctions exécutives et de membre du conseil avec effet immédiat en attendant les résultats d'un audit forensique, dit Jude.
Et je propose de confirmer Noël Prescott en tant que PDG et cofondatrice avec pleine autorité opérationnelle. Approuvé, dit Hélène Kopp immédiatement. Tous en faveur, demanda Jude. Les mains se levèrent autour de la table. Jude. Hélène. Les indépendants. Un par un, même les actionnaires que Bear avait démarchés toute la semaine levèrent la main. Whitney leva la main. Elle pleurait, mais son bras était tendu. Ma mère resta assise, les mains sur les genoux. Elle ne vota pas. Elle fixa simplement la table. Bear garda son poing serré sur la coudoir. 52%, annonça Palmer. La motion est adoptée. Bear Prescott resta là, seul au pied de la table. Il regarda l'écran où son nom était projeté en noir et blanc. Il me regarda une seconde. Je crus qu'il allait crier. Je crus qu'il allait exploser. Mais il ne le fit pas. Il se dégonfla. L'air le quitta et soudain, il n'était plus un titan de l'industrie. Il n'était qu'un vieil homme dans un costume qui ne lui allait plus. Il boutonna sa veste d'un geste tremblant. Il ne dit pas un mot. Il se tourna et sortit, laissant le silence pesant derrière lui. La salle de conférence se vida lentement. Les actionnaires me serrèrent la main un par un, murmurant des félicitations qui ressemblaient plus à des condoléances. Quand la pièce fut enfin silencieuse, seule ma mère resta. Elle était toujours assise sur sa chaise, fixant l'endroit vide où mon père s'était tenu. Je m'approchai d'elle. Je tirai la chaise à côté d'elle et m'assis. Je ne savais pas pour l'argent, Noël, murmura-t-elle. Elle ne me regarda pas. Je sais, maman. Je savais qu'il était difficile, dit-elle, sa voix se brisant. Je savais qu'il était dur avec toi. Mais je pensais. Je pensais que si je maintenais la paix, si je gardais tout le monde ensemble. Elle posa ses mains sur la table. Le tremblement était maintenant indéniable. Ses doigts tapaient un rythme chaotique contre le bois. Depuis combien de temps, demandai-je doucement. 6 mois, dit-elle. Parkinson. Il ne voulait pas que quiconque le sache. Il a dit que cela nous ferait paraître faibles. Il avait peur, dis-je. Il avait peur que si les gens savaient que tu étais malade, ils le regarderaient et verraient un soignant au lieu d'un roi. Et il ne sait pas être un soignant. Ma mère me regarda alors. Ses yeux étaient rougis et épuisés. Il va me quitter, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Maintenant qu'il a perdu l'entreprise, maintenant que je ne l'ai pas défendu, il va partir. Peut-être, dis-je. Et alors, qui prendra soin de moi, demanda-t-elle. Sa voix était petite, terrifiée. Je tendis la main et couvris ses mains tremblantes avec les miennes. Ma peau était chaude contre la sienne. Nous le ferons, dis-je. Nous, moi et Whitney. Je dis, nous sommes ta famille, maman, pas l'entreprise, pas l'héritage. Nous. Tu n'as pas besoin de le choisir pour survivre. Tu as juste besoin de nous laisser entrer. Elle regarda nos mains. Elle prit une inspiration saccadée et pour la première fois depuis des années, elle laissa ses épaules s'affaisser. Elle hocha la tête une seule fois. Il était 17 heures quand je suis enfin entré dans mon propre bureau. Il était exactement comme je l'avais laissé il y a 3 semaines. La succulente était toujours vivante sur l'étagère. La pile de contrats était toujours sur le coin du bureau, attendant une signature, mais l'air semblait différent. C'était toujours calme. Je me suis assise sur ma chaise. Le cuir a grincé, un son familier et accueillant. J'ai posé mes mains sur le bureau, sentant la surface fraîche et lisse. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti la lettre de démission que j'avais portée dans ma poche toute la journée. Je l'ai dépliée, lissant les plis. J'ai lu le mot que j'avais écrit en haut, revendique. Je n'avais plus besoin du papier. Je l'ai déchiré en 2, puis encore en 2. Le son du papier déchiré était fort dans la pièce silencieuse. J'ai jeté les morceaux dans la poubelle de recyclage. On a frappé à l'encadrement de la porte. J'ai levé les yeux. Marin se tenait là, tenant 2 tasses de café. Elle avait l'air épuisée. Son maquillage était un peu bavé, mais elle souriait. Tu me dois toujours, dit-elle en entrant et en posant une tasse devant moi. Je te dois quoi, demandai-je en prenant le café. Il était chaud, noir et parfait. 60 jours, dit Marin.
Tu as demandé 60 jours pour prouver que le modèle de chaîne d'approvisionnement fonctionnait il y a 4 ans. Je t'ai donné 60. Tu as vécu sur du temps emprunté depuis. J'ai souri. Je pense que nous venons de nous acheter 30 ans de plus, marin. Elle a levé sa tasse. Aux 30 prochaines années, dit-elle. Elle s'est retournée pour partir mais s'est arrêtée à la porte. Ton téléphone sonne, dit-elle. J'ai regardé en bas. Mon téléphone portable vibrait sur le bureau. Le nom à l'écran était simplement « Papa ». Je l'ai fixé. Pendant 20 ans, j'avais sursauté chaque fois que ce nom apparaissait. J'avais répondu en plein dîner, en plein rendez-vous, au milieu de la nuit. J'avais répondu en espérant que cette fois il dirait « Bon travail ». Cette fois il dirait « Je suis fier de toi ». Le téléphone a bourdonné, et bourdonné, et bourdonné. Il appelait pour crier ou il appelait pour supplier ou il appelait pour me dire que j'étais ingrate. Cela n'avait pas d'importance. J'ai tendu la main. Je ne me sentais ni en colère ni triste. Je me sentais légère. J'ai appuyé sur le bouton sur le côté du téléphone, faisant taire l'appel. J'ai regardé l'écran s'éteindre. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti la boussole de mon grand-père. Je l'ai posée sur le bureau à côté de la tasse de café. Le laiton brillait dans le soleil de fin d'après-midi. L'aiguille s'est stabilisée, pointant droit et vrai. Nord. J'ai regardé par la fenêtre le parc de camions en bas. La flotte s'alignait pour la course du soir. 85 camions prêts à partir. 200 personnes terminant leur quart et rentrant chez elles. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais une entreprise à diriger. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour le faire. J'étais paisible. J'étais résolu. J'étais libre.